mais voilà, qui vont certainement nous rejoindre en cours de route. Bonjour à toutes et tous. Je suis Sébastien Maire, le délégué général de l'association France Ville Durable, l'association des parties prenantes professionnelles de la ville durable, qui réunit dans 4 collèges, à la fois l'État, un certain nombre de ses ministères et de ses agences et opérateurs, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations, des entreprises et acteurs économiques et des experts. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau format suite à l'arrivée parmi nos adhérents du Valor, qui va se présenter juste après. L'interprofession des métiers du végétal, c'est une arrivée très symbolique pour notre association qui, traditionnellement, depuis sa création, accueillait en particulier les métiers de la ville durable qui concernaient beaucoup les questions de construction, de bâtiments, de matériaux, d'aménagement, d'infrastructures techniques, etc. Et lors de nos échanges avec l'interprofession Valor, on a été très séduit et intéressé par cette approche qui visait à représenter ou montrer que l'ensemble de ce secteur d'activité joue un rôle extrêmement important dans ces logiques de transition écologique, transition solidaire, adaptation des territoires aux conséquences de l'anthropocène. Non, les métiers du végétal ne sont pas que des métiers de l'esthétique du paysage, même si bien sûr ils y participent largement. Ils prennent une toute autre dimension aujourd'hui face aux nouveaux enjeux. Et nous avons donc proposé que Valor puisse à la fois se présenter aux adhérents de France Ville Durable intéressés, mais aussi à d'autres personnes qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette présentation, puis échanger ensuite avec eux sur ces évolutions, sur les solutions, sur des exemples peut-être d'actions qui peuvent être conduites dans ces logiques d'adaptation des territoires aux grands enjeux du siècle. Je ne vais pas être plus long, je vais tout de suite donner la parole à nos hôtes qui vont faire la présentation juste après. J'imagine que vous avez prévu qu'on puisse avoir un petit temps de questions-réponses après votre présentation. Merci aux personnes qui participent. On enregistre de toute façon ce webinaire qui sera ensuite disponible en replay pour l'ensemble des adhérents, des partenaires de France Ville Durable. Je propose peut-être de donner la parole à Jean-Marc Basse pour commencer. Merci Sébastien. Bonjour à tous, ravi d'être à vos côtés pour inaugurer effectivement ce cycle. Nous nous sommes rencontrés, cher Sébastien, à la faveur de sujets que nous partageons ensemble. Et d'emblée, vous avez été particulièrement intéressé par les problématiques que porte Valor. Et l'ensemble de ces familles, d'ailleurs, dans l'invitation qui vous a été adressée, le terme de groupe Valor est très bien choisi, puisque nous sommes effectivement un groupement. Je vais vous faire quelques slides de présentation. Et parmi ce groupe, il y a l'UNEP, qui est déjà depuis longtemps membre de France Ville Durable et qui contribue largement déjà à vos réflexions. L'idée, ça a été forcément de les élargir et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Alors, comme c'est sur Zoom, moi, si j'y arrive. Vous avez normalement un bouton en bas à votre écran. Alors, il est en vert, écran de partage. C'est en mode plein écran. Et là, j'ai écran partagé. Tac. Et je vais le chercher ici. Est-ce qu'il y est là? On voit votre écran, tout à fait. Vous le voyez? Donc, ouais. je vais pouvoir me mettre en mode de diaporama. Oui. Et vous l'avez? On va très bien. C'est bon? Bien, donc j'en suis le délégué général depuis sa création, puisque Valor a le statut d'interprofession française, de métropole exactement, de l'horticulture, de la floristerie, du paysage. Ces 3 mots sont importants, bien évidemment.
puisqu'ils correspondent finalement à 3 catégories d'acteurs économiques sur la filière. Nous avons été créés en 1995 par les fédérations professionnelles. Ce sont 10 fédérations professionnelles de chacune des familles et donc de métiers, à commencer par l'UNEP, qui est l'une des plus structurées de nos fédérations. Nous avons été reconnus officiellement par le ministère de l'Agriculture en 1998 comme interprofession, c'est-à-dire portant légitimement les intérêts de la filière et reconnus également de fait au plan européen. Et nous avons la chance de pouvoir lever une cotisation dont on dit qu'elle est étendue à toutes les entreprises. Alors, ça n'est pas une taxe puisque c'est une contribution interprofessionnelle, mais il n'empêche qu'elle s'impose à chacune des entreprises, ce qui nous permet d'avoir des moyens. Ce sont 52 000 entreprises qui forment la filière sur ces 6 métiers, les métiers de la production, vous connaissez les mots d'horticulteurs et pépiniéristes, mais également l'aval de la filière avec les grossistes, les jardineries, les points de vente et les fleuristes. Et puis l'autre filière qui est celle du paysage, avec les concepteurs, les paysagistes concepteurs d'une part, et puis ceux qui le mettent en œuvre, les entrepreneurs. Ils sont représentés par l'UNEP. Ce sont 60 000 établissements, 175 000 emplois, 14,7 milliards de chiffre d'affaires consolidés sur la filière. Que faisons-nous? D'abord, on aide beaucoup à l'innovation, aux études, à l'analyse des marchés. Je crois qu'il y a une mission, vous imaginez bien, d'observation du comportement de notre filière, à la fois cette approche structurelle, d'une part, et d'autre part, la connaissance des marchés. Nous aidons les entreprises dans leur dimension de certification, de démarche qualité, tout ce qui contribue à améliorer la pratique professionnelle, y compris en leur proposant des outils. On vous a mis à titre d'illustration Plan Bleu, qui est la certification des entreprises de production. Vous connaissez maintenant la haute valeur environnementale. Et bien, Plan Bleu, qu'est-ce qui nous conduit à la haute valeur environnementale des entreprises de production horticole? Ou encore le code de conduite s'agissant des plantes envahissantes. Et ça vaut pour tous les métiers, bien évidemment, de porter la connaissance des quelques 400 plantes envahissantes dont nous souhaitons forcément attirer l'attention. Nous faisons aussi de la communication, alors à la fois vers le grand public. Vous connaissez sans doute sur M6 ce programme court qui s'appelle Mission Végétale avec Gauthier, ou encore une opération que nous appelons Parole de fleurs, qui est dans la presse ou sur les plateaux télé. Quand vous voyez un plateau télé qui est végétalisé, on n'est pas loin. On a sans doute contribué à sa végétalisation. Quand vous voyez autrefois sur la maison France 5, sur la 5, des bouquets de fleurs dans les maisons que nous visitions, eh bien, nous étions là aussi. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse avec France Ville Durable, c'est un travail à destination des donneurs d'ordre, publics mais également privés. Et nous avons des outils pour cela. D'abord, en récompensant ces donneurs d'ordre qui sont particulièrement exemplaires en matière de réalisation d'aménagement paysager, avec un concours qui s'appelle les Victoires du paysage. La dernière édition vient d'être remise, avec une communication vers les collectivités et le plaidoyer pour une ville nature. Nous sommes engagés avec quasiment 13 autres partenaires européens dans une démarche qui s'appelle Green City. Mais le mot green chez nous veut dire végétal, veut dire chlorophylle en quelque sorte. Et enfin, nous sommes partenaires depuis l'origine du programme Action Cœur de Ville avec Relon Mouchel-Blaiseau. Il nous a semblé qu'à chaque fois que nous nouons un partenariat, c'est pour apporter à l'ensemble ce qui nous caractérise, les points sur lesquels nous avons quelques compétences à partager. Et c'est pour ça qu'on dit que le végétal est essentiel à la vie, parce que justement, bon nombre d'aménagements nécessitent aujourd'hui du végétal. Et c'est tout le sens de la proposition que nous faisons pour ce webinaire, que de demander à Jean-Marc Bouillon, qui fut le président de la Fédération française du paysage, qui est membre de nos instances, et qui est le président de TACAE, et qui a un certain nombre de messages extrêmement intéressants à vous faire partager, parce que, bien sûr, lorsque l'on parle de villes durables, on ne pense pas qu'il y ait des villes durables sans qu'elles soient résilientes, et il n'y a pas de résilience sans la capacité à la nature de retrouver son état.
Et c'est le sens de nos propositions. Et on est ravis, cher Sébastien, de pouvoir faire partager nos réflexions, nos actions, nos pistes de solutions, nos solutions végétales à ceux qui s'intéressent à la ville durable, à tous les territoires, qu'il s'agisse des EPCI, qu'il s'agisse des communes, mais également à un certain nombre d'acteurs, les acteurs de l'aménagement, les promoteurs, enfin tous ceux qui, à un moment ou à un autre, fabriquent la ville. Voilà, les quelques mots, j'espère ne pas avoir été trop long, que je voulais vous présenter pour vous dire que nous sommes ravis, avec nos familles et particulièrement l'UNEP, d'aider votre association à faire un bout de chemin sur ces questions extrêmement importantes du végétal et de la ville. Merci beaucoup Jean-Marc. Effectivement, on était ravis d'accueillir l'Union nationale des entreprises du paysage l'année dernière, qui a amorcé le mouvement. Et on souhaite bien effectivement faire fructifier cette collaboration, notamment dans les actions que nous menons auprès des collectivités locales sur les territoires, qui sont des actions de formation, de conseil, d'inspiration pour accélérer, massifier les actions de transition qui fonctionnent. Et c'est vrai que dans votre secteur d'activité, on a beaucoup d'exemples. Mais j'imagine que c'est ce dont Jean-Marc Bouillon va nous parler maintenant. Donc, je lui cède volontiers la parole. Vous m'excuserez de devoir vous quitter parce que je suis à l'agglo, Sébastien, donc vous connaissez bien la maison. Ah oui, les groupes de travail du réunion, CRTE. Mais Emmanuelle Bougot, qui est directrice des programmes chez Valor, va poursuivre le webinaire et écouter bien évidemment et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Qui ont été prévues par Jean-Marc Bouillon. Merci à tous. Très bien. Merci. Donc, c'est à moi de prendre la parole. OK. Est-ce que j'ai bien réussi à partager mon écran? Pas encore? Oui. Oui, c'est bon? Il est en plein écran, c'est bon? Oui. Oui, alors, donc, merci en tout cas de nous donner l'occasion de présenter un peu le travail que notre interprofession fait avec ce regard aiguisé sur le rôle de la nature. Alors, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Jean-Marc Basse quand il disait que le végétal est essentiel à la vie. J'avais envie de rajouter le paysage est essentiel à la ville. Voilà, donc c'est un peu de ça dont on va essayer de parler. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de répondre à comment planifier au bon rythme et à la bonne échelle l'adaptation de nos villes au réchauffement climatique à partir de l'eau et du végétal. Alors, j'ai préparé une présentation pour répondre à la question de Sébastien en 4 temps. Nos villes sont construites sans la nature, c'est une diagnostic avec une pause pour que vous puissiez tous réagir. Ensuite, on se baladera dans un schéma de déconnexion des eaux pluviales avec l'exemple de Blois, de nouveau avec des réactions possibles. Ensuite, on abordera des données un peu nouvelles, l'IMU et le gradient de naturalité, qui nous permettra d'arriver à IME, qui est un processus d'adaptation durable au réchauffement climatique. Et à chaque étape, comme vous l'avez compris, chacun pourra réagir. Voilà, si ça vous convient. Donc, on va attaquer le premier temps avec une expérience qui m'est arrivée au fil de l'eau à un moment de ma carrière, où on a eu à dessiner une ville nouvelle. C'était dans la forêt équatoriale de Guinée équatoriale. Et on était toute une équipe d'ingénieurs. C'était un gros marché. On était très nombreux et on s'est tous retrouvés un peu comme des poules devant un couteau avec ce fameux syndrome de la feuille blanche. C'est-à-dire que par quoi commencer, quel trait dessiner, pourquoi faire, etc. Et comment partir de notre réflexe du diagnostic des infrastructures se poser comme question des ingénieurs. Il n'y avait aucune infrastructure. Il leur semblait qu'il n'y avait pas grand-chose. Et nous, les paysagistes, on dit qu'il y a pas mal de choses quand même, parce qu'il y a le paysage et il y a notamment l'eau et le végétal. Alors, on a proposé de commencer, ayant assez peu d'histoire sur le site, pas de relevé bathymétrique, etc., d'essayer d'imaginer comment le fleuve qui parcourait le site pouvait déborder et comment l'eau qui tombait sur les buttes voisines convergeait
vers ce fameux fleuve, quels étaient les talwegs. Et on a proposé de sacraliser ce cheminement naturel de l'eau, d'en faire les prémices de la ville. Et est apparu ce dessin, qui n'est pas un dessin dessiné par un concepteur, mais qui est le reflet de l'analyse de la circulation naturelle de l'eau. Et il nous semble qu'on arrive à un dessin qui est extrêmement intéressant, assez élégant, et qui n'est pas sans rappeler le corps humain, et ce qui nous permettrait de faire une analogie que souvent nous faisons entre l'urbanisme et le corps humain, vous savez, le corps, les artères, les poumons, et là on a une sorte de système immunitaire qui apparaît à partir de l'eau et du végétal. Pour aller un peu vite derrière, on a ensuite dessiné les voiries, comment on allait irriguer ce futur territoire, et enfin on a commencé à remplir les macro-lots, à faire de l'occupation des sols et de décider de la densité, etc. Donc, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que comme on a été tous un peu perdus et qu'on a fait simplement appel à notre bon sens, notre bon sens a été de partir de l'eau et du végétal pour commencer à dessiner ce projet de ville nouvelle. Alors, aujourd'hui, nos villes surchauffent, elles débordent, on aurait pu rajouter, elles sont violentes, elles sont bruyantes, elles sont presque impropres à destination, elles risquent de le devenir encore plus. Et regardez, si je prends une série de 2 photos, la première qui est un désert, le désert du Buren sur la côte ouest de l'Irlande. Quand on lit cette image, on observe des grandes plaques de minéral, des quelques fissures dans lesquelles une nature courageuse s'est immiscée. On se dit normal que ce soit un désert totalement impropre à l'installation humaine. Tous les épisodes climatiques vont être violents, la pluie va être battante, le vent, rien ne va l'arrêter. Quand le soleil va se mettre de la partie, ça va surchauffer. On se dit également que le peu de nature présent dans les fissures a peu d'influence, donc normal que ce soit un désert. Et si on regarde une photo de Paris vue du ciel, l'analogie paraît un peu saisissante. Et le rapport entre le minéral et le végétal est quand même assez semblable à celui de ce désert. L'eau, dans notre système urbain, est l'ennemi de la construction, les végétaux un accessoire, alors qu'ils sont ensemble à la base de tous les écosystèmes propices à l'installation humaine. Alors, donc le constat, c'est que nos villes sont construites sur la nature, les villes issues de l'évolution, parce qu'à la base, ce n'est pas exactement comme ça. Or, dans toutes les politiques d'adaptation au réchauffement climatique, l'eau et le végétal apparaissent comme les 2 principales ressources. Dès qu'on s'intéresse à cette question de stratégie d'adaptation, on remarque que, il n'y a pas de machine des machines qu'on pourrait mettre au-dessus des autres machines et qui règle le truc. On arrive assez facilement à aller chercher le secours de l'eau et du végétal. Alors, vous avez peut-être vu le futur rapport du GIEC qui a été présenté de façon provisoire et qui sera publié l'année prochaine, et qui dit que le dérèglement climatique s'accélère. C'est juste dans le monde, le titre, c'est pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, sera inéluctablement transformée par le dérèglement. Et ils disent 30 ans sur les fameux 2050, voire plus tôt, etc. Donc, c'est assez inquiétant et il devient vraiment urgent de bâtir des stratégies d'adaptation aux évolutions climatiques. Par contre, quand on voit une photo, par exemple, de Bordeaux vue du ciel, il est légitime de se demander mais par où commencer et que faire, quoi. Et est-ce que choisir l'eau et le végétal est pertinent ou est-ce qu'il faut faire autrement? C'est ça l'objet de notre petit parcours de cet après-midi. Alors, moi, je pense que l'eau pluviale, c'est le point de départ de la transition. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Si vous connaissez le programme Nature for Cities, qui est un important programme de recherche européen, dans lequel il y a énormément de partenaires, plusieurs pays, quelques villes. Nous sommes représentés, la France, par le CEREMA et Plantécité, je crois. Et là, c'est le volet eau. Il y a un certain nombre de points, comme vous le voyez, c'est le volet eau. C'est un petit schéma, un petit croquis qui définit quel est le système actuel. J'intercepte le cheminement de l'eau, je collecte, je le mets dans des petits tuyaux qui vont dans des gros tuyaux et tout ça déborde. Et ce système d'assainissement censé préserver de la pollution, bypass dans le milieu naturel et pollue, d'où la raison de voir les poissons le ventre en l'air. Alors, c'est un programme européen, ce n'est pas propre à la France, c'est propre à notre système urbain contemporain et on retrouve ces dispositifs un peu partout dans le monde. Le programme Nature for Cities préconise
d'arrêter de collecter l'eau de pluie, d'en faire une ressource, de la filtrer dès qu'on peut, de la conserver sur les toits, l'infiltrer en pied d'immeuble, etc. Et puis on voit qu'il n'y a plus de réseau, donc se dessine un mouvement vers la ville sans réseau, c'est-à-dire une réversibilité qui pourrait s'engager. Alors, est-ce qu'elle est possible, cette réversibilité? D'abord, l'époque est propice à cette évolution. Aujourd'hui, on est quand même tous un peu effrayés par ce qui arrive. Et puis, du coup, ce qui semblait impensable devient des solutions. On est prêt à embrasser un peu toutes les solutions. Donc, les postes est propice. Est-ce qu'on est capable, par exemple, d'arrêter de faire ça, c'est-à-dire un énorme bassin d'orage qui va stocker pendant 10 heures de pluie? Celui-là, en l'occurrence, il fait de mémoire 35 000 mètres cubes. Il a coûté 45 millions d'euros. On imagine que sur le dessus se dessine une place publique et on imagine également qu'il y aura peu d'arbres sur cette place publique. Ça va être assez difficile de planter, si ce n'est de façon artificielle. Et est-ce qu'on ne peut pas plutôt privilégier une succession de réponses comme ça, où on infiltre dans les cœurs d'îlots? Est-ce qu'on peut arrêter de voir des bassins? Alors, ce qui est intéressant sur cette image, la cause, c'est le tuyau. Parce que le tuyau, vous voyez, il arrive déjà assez enterré. Pourquoi? Parce qu'il collecte l'eau et par gravité, on veut l'amener ici. Donc, avec la pente, ça finit par être de plus en plus profond. Et le stockage dont on a besoin se situe en dessous du tuyau, donc ça surcreuse les bassins. Du coup, c'est dangereux, on les clôture. Donc, on soustrait à la vie de tous les jours, à la nature, etc., ce type d'endroit. Et puis surtout, on concentre les charges polluantes parce qu'en amenant l'eau par un tuyau, on concentre la pollution. Donc, une eau de pluie qui était propre, on en fait une eau sale et on est obligé de la stocker. Est-ce qu'il ne faut pas mieux privilégier ce genre de choses où l'eau s'écoule naturellement, il n'y a pas de tuyau qui les amène, ça s'infiltre tout seul, etc. Alors, il y a des exemples qui sont plus volumineux, comme celui de Singapour. Là, vous voyez une infrastructure grise monoservicielle parce qu'elle ne sert qu'à une fonction, c'est permettre aux épisodes orageux de traverser la ville. Et cet ouvrage a été démonté et a été remplacé par le limineur d'une rivière qui coule au milieu d'un parc. Et quand on regarde le résultat, c'est assez saisissant parce qu'on voit qu'on peut même se dire que la prouesse hydraulique est augmentée en faisant de ce parc un parc inondable. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois que le storm event est passé, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne un parc avec des gens qui jouent, de la fraîcheur, de la biodiversité, de la lutte contre les troubles de l'anxiété, enfin toute la collection des fonctions écosystémiques que la nature pourrait offrir à la ville. Alors, ces fameuses fonctions écosystémiques, on les connaît, elles sont extrêmement variées. J'en ai sorti quelques-unes d'un document du Grand Lyon. Par exemple, les arbres urbains peuvent faire baisser la température de 2 à 8 degrés. Ils sont en train de faire un test sur la rue Garibaldi où ils arrosent en plus les arbres pour éviter le stress hydrique et stimuler l'évapotranspiration. Et ils arrivent à des résultats assez intéressants en température réelle et encore plus en température ressentie. Un arbre stocke jusqu'à 150 kg de CO2 par an, ce qui correspond à un trajet de 1000 km en voiture. Donc, plantons des arbres, on arrivera pour partie en tout cas, à stocker du CO2. En passant, je rappelle quand même que les vertébrés amphibiens sont sortis de l'eau à l'ère du Dénovien il y a 500 millions d'années, quand les arbres se sont mis à pousser et recouvrir la Terre. Et l'air qui était concentré à 4000 ppm au CO2 a diminué à 300, ce qui est à peu près notre concentration aujourd'hui. L'air étant devenu respirable, les amphibiens sont sortis, ça a donné les vertébrés, c'est-à-dire nous. Donc, c'est bien par la croissance des végétaux que l'air est devenu respirable. Alors, je ne sais pas si on sera capable d'en planter assez, mais en tout cas, la technique est éprouvée depuis 500 millions d'années. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est qu'un arbre pompe de l'eau dans le sol, l'évacue par ses feuilles. Donc, c'est un brumisateur. Et mieux qu'un brumisateur, ça consomme 1500 kWh pour le faire. Donc, c'est un climatiseur urbain, un arbre crée des frigoriques. Et donc, on voit par cette petite collection de fonctions écosystémiques que la nature est une infrastructure multiservicielle, à l'inverse de nos infrastructures techniques qui sont, elles, monoservicielles. Alors, au cœur des municipales, on ne s'est pas trompé, l'arbre symbole des municipales.
au Mans, l'arbre au cœur de la campagne. À Strasbourg, au cœur de la cité, l'arbre est l'objet de toutes les surenchères. On voit même que pour lutter contre les îlots de chaleur, la plantation d'arbres, et donc 170 000 en 6 ans à Paris à l'époque, 40 000 à Lyon, 50 000 à Strasbourg, 1 million dans les Hauts-de-France, etc., etc. Donc, on voit que, et c'est une donnée nouvelle, on plante pour rafraîchir. Et quand on dit qu'on plante pour rafraîchir, c'est la première fois qu'on associe le fait de planter avec une fonction technique, donc la nature devient infrastructure. C'est ça qui est intéressant de constater. Voilà, donc ça c'est la première séquence. Résumé, en gros, nos villes sont construites sur la nature. Les fonctions écosystémiques, aux principaux désagréments, c'est-à-dire température, pollution, bruit, inondation, la nature apporte des réponses. Et des arbres pour réfléchir, c'est la nature devient infrastructure, et une infrastructure multiservicielle. Voilà. Je vais peut-être un peu vite, mais l'idée, c'est qu'on va se balader pendant le temps qu'on a disponible avec des petites séquences un peu menées tambour battant et puis des moments de discussion entre nous, si ça vous convient. Parfait, merci beaucoup. Jean-Marc, des questions, des réactions? N'hésitez pas, levez la main ou prenez la parole. Nous ne sommes pas très, très nombreux. Bon, moi, j'en ai une. Jean-Marc. Concernant les services écosystémiques, a-t-on, au cours des dernières années, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de revue de littérature scientifique sur ce sujet, affiné les impacts potentiels des arbres et de la végétation en général sur la pollution de l'air. Donc, pas sur le CO2, mais plutôt sur les particules et en fait, ce qui peut poser des soucis, notamment de maladies chroniques, etc. Est-ce qu'on a un peu plus de connaissances scientifiques sur ce sujet? Parce que je crois qu'il y a quelques années, on ne savait pas trop si on pouvait dire que parmi ces effets écosystémiques, on avait aussi un impact de dépollution de l'air. Oui, oui. Alors la planticité, je ne sais pas, j'avais vu que Caroline Goutleben était inscrite et peut-être qu'elle pourrait répondre parce que planticité à Angers recueille un peu tout ce qui se fait en études, etc. Alors moi j'ai deux choses à répondre. La première, c'est que selon les études, les décès en France liés à la pollution atmosphérique issue des microparticules se situent entre 48 000 et 60 000 morts par an. Donc, c'est vraiment un sujet de préoccupation. La deuxième chose que je raconte, parce que je ne sais pas si c'est très rigoureux, mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'est qu'un arbre collecte 22 kilos de micro-particules par an, d'accord, qui vont tomber au sol à l'automne. Et donc, c'est effectivement des outils de dépollution de l'air qui sont extrêmement appréciables. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui sont… On avait du mal avec la nature à faire le rapport direct entre la nature et la santé publique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et notamment, il y en a une très intéressante qui a été faite par un doctorant qui était, je crois, hébergé justement chez Plantécité, qui traite du rapport entre les troubles de l'anxiété et la présence ou l'absence de végétaux en ville. Donc, il y a des études qui sont extrêmement importantes là-dessus. Il y a quelques spécialistes à Nancy, je crois à Rouen aussi, qui font des rapports, par exemple, entre les gens à pathologie égale dans des hôpitaux psychiatriques. Ceux qui ont une fenêtre sur parc sont moins médicamentés que ceux qui ont une fenêtre sur cours, par exemple. Vous voyez, donc il y a des rapports. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de s'intéresser à toutes ces questions-là, sachant d'ailleurs qu'on considère que nos maladies ont trois origines. Une origine qui vient du dysfonctionnement du corps. Il y a pour un tiers, il y a un tiers de l'origine qui pourrait venir de notre comportement, est-ce qu'on a une vie saine ou pas saine, et il y a un tiers de l'origine qui pourrait venir de notre environnement. Donc, la question de l'environnement va être scrutée dans les prochains temps par ce genre d'études. Alors, on a deux questions. D'abord, peut-être une question orale. Caroline Goutleben ? Goutleben, oui, qui va répondre. Goutleben, pardon, oui. Je ne vois que le début du nom. Bonjour, oui, Caroline Goutleben, donc de Plantécité. Mais c'est vrai que
Du coup, comme Jean-Marc l'évoquait, je me permets de prendre la parole. Il y a effectivement plusieurs travaux qui vont dans le sens de ce qui a été dit, plus particulièrement pour se focaliser sur les aspects en santé. On a travaillé sur l'impact des espaces verts et de nature sur la santé mentale dans le cadre d'une thèse qui s'est achevée en début d'année. Et du coup, effectivement, ce qui a été travaillé, c'est comment construire une expérience de nature qui soit favorable à la santé. Il y a des déterminants qui sont liés à l'aménagement, à la façon, enfin, des déterminants qui sont liés à la personne, puis des déterminants qui sont liés à la conception, à l'aménagement, au paysage. On sait aussi que les espaces verts, les aménagements urbains peuvent produire des sentiments d'insécurité. Donc, on est aussi en train de travailler à un état de l'art international des éléments autour de la conception, de l'aménagement du paysage qui vont aussi permettre de limiter ces aspects-là. Sur la recherche en question, ce qu'elle avait permis de montrer, de mettre en évidence, c'était que finalement, cette expérience de nature, les aspects positifs pour la santé mentale, ils relevaient on va dire, de mécanismes psychologiques autour de la restauration attentionnelle. C'est-à-dire qu'une promenade dans un espace vert permet finalement de diminuer la charge mentale qu'on a, la charge cognitive, et donc que ce n'était pas remplaçable par d'autres dispositions. Et c'est en ce sens, effectivement, que les espaces verts et la nature en ville sont vraiment des déterminants en santé publique. Il y a eu effectivement d'autres rapports. Je voyais quelqu'un qui a parlé de l'HESP là dans le chat. Effectivement, il y a le travail Isadora aussi qui a permis de mettre ça en avant. Et on est certainement encore un peu au début de la prise de conscience de ce sujet-là. Et voilà, donc c'est pour dire effectivement, il y a des ressources sur ce sujet, donc peuvent se saisir les professionnels pour pouvoir aussi en faire un argument sur l'importance de prendre en compte le paysage, sur tous les services écosystémiques, y compris la santé. Voilà. Merci. Peut-être que Camille, ce que tu viens d'évoquer dans le chat, tu peux le dire à haute voix, une référence au groupe de travail sur la santé, guide Isadora également, Canic, Tuel de Dunkerque a évoqué. Tu peux en dire un mot, Camille? Oui, ce que je disais dans le fil de discussion, c'est qu'on est ravis d'avoir une occasion aujourd'hui d'accueillir Plantécité, puisqu'on a effectivement eu l'occasion, dans le cadre de notre première réunion, sur un groupe de travail qu'on lance sur la santé et bien-être et la ville durable, d'une présentation par la DGLN, François Kelleras, du guide Isadora, qui est un gros morceau et qui, voilà, mais donc on a eu une présentation et on aimerait aussi solliciter Plantécité pour une prochaine présentation en septembre sur votre guide là que vous venez de sortir justement. Donc voilà, donc là c'est aujourd'hui une occasion de faire connaissance et donc on est ravis. Merci, avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a d'autres spécialistes de ce sujet-là dans l'équipe de Plantécité qui ne sont pas présentes aujourd'hui. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, peut-être que c'est dans les trois autres séquences qu'on abordera la réponse à ces questions. Caroline Lapellerie a posé la question de la mesure de l'impact à l'échelle d'une métropole. Les outils, j'imagine, qui permettent de planifier, de mesurer. Donc ça, je pense que ça viendra dans la présentation. On va passer à la deuxième séquence, peut-être. Et j'aurais du coup, j'imagine que ça viendra aussi. On ne l'a pas évoqué là, les éventuels effets écosystémiques potentiellement négatifs, ou en tout cas présentés comme tels. Je pense aux moustiques, je pense aux allergènes. Et donc, la façon dont éventuellement c'est traité, intégré aussi à ces logiques de renaturation et redéveloppement du végétal en ville. Mais ce n'est pas la peine d'y répondre maintenant. Je propose que ça soit fait dans le cadre du déploiement. À vous, Jean-Marc. Ok, merci. Donc, comme quoi la nature rapproche, hein, si du coup le contact a été établi entre Plantécité et France Ville Durable, j'en suis ravi. Voilà, les deux le méritent en tout cas. Alors, donc, deuxième séquence, schéma de déconnexion des eaux pluviales à l'échelle territoriale. On a vu que, comment dire, que la réversibilité était possible. Et la question qu'on peut se poser, là, vous connaissez le contexte général, c'est il y a un développement de l'urbanisation, il y a l'augmentation des surfaces imperméables, il y a l'augmentation de l'intensité des épisodes pluvieux, ça c'était moins prévu. Du coup, ça donne une sous-capacité des réseaux et des stations d'épuration en temps de pluie. Donc en gros, en France, on a très souvent des systèmes d'assainissement qui marchent bien à temps sec, c'est un peu dommage. Et du coup, il y a des déversements des polluants vers le milieu naturel. Il y a une non-conformité par rapport à un arrêté du 21 juillet 2015.
et à la DERU, hein, qui est une circulaire européenne qui demande à toutes les villes d'Europe de se mettre en conformité. Alors, il y a deux attitudes qui sont possibles. Il y a une solution plutôt traditionnelle du bassin enterré, unitaire, pompe de relevage, etc., et qu'on pourrait schématiser comme ça. Donc, un bassin versant, c'est l'endroit, un morceau de territoire vers lequel toute l'eau qui tombe converge vers le même exutoire. Ça, c'est la notion de bassin versant. Et à l'intérieur de ce bassin versant, on a des surfaces actives, c'est celles qui interceptent le cheminement de l'eau, c'est donc les surfaces imperméables qui collectent le pluie. Tout ça va dans des tuyaux, et puis comme nos tuyaux sont trop petits, eh bien, on intercepte, on met des bassins tampons, le gros bassin d'ici des Moulineaux, et puis on attend que le pic de crue soit passé, avec des pompes, on réinjecte dans le tuyau, et on espère de pouvoir renvoyer à la steppe. La deuxième solution, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas plutôt diminuer la surface active dans un bassin versant, c'est-à-dire essayer d'arrêter d'intercepter l'eau, d'arrêter de la collecter, de la filtrer au plus près de l'endroit où elle tombe. Donc, il y a une solution qui est plutôt, on traite la conséquence, et puis il y a une autre solution, on essaye de s'intéresser plutôt à la cause. Alors, il y a donc la solution traditionnelle, je vous la remontre, ce fameux bassin. Et la deuxième solution est celle-ci. Alors, on observe que dans un cas, il y a la mobilisation exclusive du domaine public et que c'est une solution qui est concentrée en un point, alors que dans le deuxième cas, c'est une mobilisation partagée du domaine public et du domaine privé. Et c'est une solution qui est dispersée en de multiples points parce qu'on va stocker un peu l'eau en toiture, on va l'infiltrer en pied d'immeuble, on va profiter des stationnements privés pour essayer de les désimperméabiliser et d'infiltrer. On va en faire de même avec le parking public qui est juste de l'autre côté de la clôture. On va mettre les bassins, les jardins en creux, on va faire des noues drainantes, etc. Bon, on connaît ce vocabulaire aujourd'hui, mais la question c'est est-ce qu'on est capable de concaténer toutes ces solutions et de montrer que, on apporte la bonne réponse. Alors, il y a quelque chose dont il faut se méfier, me semble-t-il, c'est que ce qu'on voit très souvent dans toutes les conférences, etc., surtout quand on présente des démonstrateurs, hein, les meilleurs exemples, c'est qu'il faut se souvenir que nos villes se régénèrent au rythme lent de 1% par an par les projets quotidiens qu'une ville a. Un tram, une ZAC, une friche, enfin, etc., etc. Quand on rentre dans le rythme régulier, et c'est là qu'on essaie d'améliorer la pratique. Alors, on dit, moi, sur cette nouvelle friche, c'est 100% d'infiltration à la parcelle. Ici, c'est tant de coefficient de pleine terre, etc., etc. On a l'impression qu'on a fait le boulot. Et on dit d'ailleurs, je me suis armé pour réussir parce que j'ai pris toutes les dispositions qu'il fallait dans le PLU de la commune, etc. Mais ça, c'est du rythme lent. Et si on a envie de passer de ça à ça, il faut que ça devienne une politique en soi qui va être accélérée par les projets du quotidien, mais qui doit faire l'objet d'une stratégie planifiée à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la collectivité, si possible de l'agglomération, et que ça devienne une intention en soi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Que dire, à un riverain dont le quartier a été réménagé il y a 7 ans, quand on sait que le pouls de la ville, c'est à peu près 40 ans. Hein, vous vous souvenez, dans les années 60, on faisait les grands ensembles. Dans les années 2000, on a lancé les projets en rue. Hein, moi, quand j'ai gagné le tram de Mulhouse, on lisait dans le journal L'Alsace en 1960 enfin, le dernier tram finit sa route dans Mulhouse, bienvenue dans l'ère moderne. Et puis en 2000, quand on gagnait le concours, on présentait nos premières esquisses, on disait enfin, Mulhouse va se doter d'un tram, bienvenue dans l'ère moderne. Entre les deux, c'était passé 40 ans. Hein. Donc le pouls de la ville, c'est ça. Donc que dire à quelqu'un qui a son quartier réaménagé depuis 7 ans, par exemple, lui dire que son prochain coup, c'est dans 33 ans et que donc c'est à ce moment-là qu'on fera la stratégie d'adaptation. On sent bien que ce n'est pas possible. Donc il faut que les stratégies d'adaptation deviennent des stratégies en soi avec un rythme effréné si possible. Alors, donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'étude du potentiel des connexions des eaux pluviales de Blois. Parce que, vous savez, sans eau, pas de végétal. Donc, si on n'est pas capable de changer le système où on fait disparaître l'eau au profit d'un système, on ferait ruisseler gentiment l'eau en surface et qu'on l'envoie vers des espaces verts en creux. Et donc, c'est le préalable si on a envie que nos stratégies de végétalisation massive soient des succès.
Donc, on se fait aider par du machine learning, par de l'intelligence artificielle qui permet de screener un territoire sur la totalité de la surface pour répondre un peu à la question de Madame Camille, je crois, du Grand Toulouse. C'est qu'il faut taper la grande échelle. Et aujourd'hui, les outils digitaux permettent, c'est assez inédit, comment dire, c'était Caroline et pas voilà. Et pardon. Et les outils digitaux nous permettent de screener un territoire tant sur le domaine privé que sur le domaine public. Et le domaine privé, ça c'était assez inédit parce qu'avant, on se baladait dans les rues et on regardait un peu par-dessus les haies pour essayer de deviner de quoi était fait le privé. Mais c'est compliqué. Là, on est capable de tout screener et de sortir des fiches d'identité à la parcelle, comme celle-ci, par exemple. Et là, vous voyez, par exemple, que dans cette fiche, le coefficient de ruissellement de la parcelle 0,74 est à 0,34. Ça veut dire qu'il y a 66% de cette parcelle-là qui est en terre ouverte, qui est en terre recouverte de végétaux, etc. Donc, nous, quand on a screené la totalité des parcelles cadastrales, on va rajouter une macro pour définir par un indice de facilité, est-ce que ça va être très facile, facile, moyennement facile, difficile ou très difficile à déconnecter? Est-ce qu'on va pouvoir renouer avec un fonctionnement plus naturel et renouer avec le cycle naturel de l'eau? Et on convertit ça. Alors, la deuxième, c'est le 0,73. Elle a un coefficient de ruissellement beaucoup plus fort. Le type a beaucoup construit sa parcelle. Il reste plus de 34% de sol ouvert, donc elle va être difficile. Celle-là, c'est pour ça qu'elle est en rouge sur le petit schéma en haut à gauche. Et la troisième, elle est entre les deux, donc elle va être en jaune. Et on fait ça sur la totalité des parcelles cadastrales, mais également sur la totalité des domaines publics. Et on rajoute, donc j'explique que c'est Michel Bénard et Eleni qui ont mis au point cette technique, c'est que la classification très facile, facile, etc. n'est pas uniquement liée à une observation géographique, c'est-à-dire que de 0 à 50% imperméabilisé, c'est facile, de 50 à 65, c'est un peu moins facile, etc. Il y a ça, mais il y a aussi la détermination d'un indice de facilité technique et financier. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des parcelles qui pourraient apparemment être assez faciles à déconnecter techniquement, mais ça va coûter énormément d'argent. Et l'argent est d'un indice de complexité à part entière. Donc, je vous donne quelques prix. Par exemple, de déconnecter à ciel ouvert, c'est-à-dire en faisant ruisseler en surface vers des espaces verts en creux. Le coût coûte entre 40 et 100 euros le mètre cube stocké momentanément avant infiltration. Et plus on va être obligé de faire des ouvrages et plus on va être obligé d'enterrer l'eau pour stocker et infiltrer, et plus ça va coûter cher. Et on voit que quand on arrive dans des ouvrages enterrés type ici les Moulineaux, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, on commence à 600 euros et ça peut aller jusqu'à 2000 euros le mètre cube. Donc on voit qu'on a grosso modo un rapport de 1 à 8 si on est capable d'infiltrer en surface ou si on est condamné à le faire en ouvrage souterrain. Avec tout ça, on sort des cartes qui sont finalement assez didactiques. Celle-là, vous voyez celle de Blois, de deux autres communes de l'agglomération de Blois, et on concatène tout ça et on s'aperçoit que le long de la Loire, on voit un foyer rouge, le cœur médiéval, le cœur historique plutôt de Blois, et eux, ils ont un problème de conformité de leur réseau, ils recrachent 1 million de mètres cubes dans la Loire, ils ont le droit à 250 000 mètres cubes, et donc il y a deux solutions, soit on fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ici à Bassin, ce qui est prévu, 15 000 ou 12 000 mètres cubes pour 15 millions d'euros, ou alors est-ce qu'on va essayer de regarder si tout ce potentiel là qui est vert, bleu, jaune, c'est-à-dire le très facile, facile, moyennement facile, est-ce qu'on peut le mettre en œuvre et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et là, on s'aperçoit que de plusieurs choses. D'abord que la totalité des surfaces actives de Blois soustrait à la nature 340 000 mètres cubes par orage de 35 mm. C'est un bel orage, mais ce n'est pas monstrueux non plus. Donc, il y a 340 000 mètres cubes qui sont soustraits à la nature et envoyés dans les tuyaux par orage. D'accord? Mais que si jamais on concatène toutes les options en partant que du très facile et du facile ou en rajoutant le moyennement facile, parce qu'on se dit que c'est encore jouable, à ce moment-là, il y a 70% du domaine privé d'une ville qui sont déconnectables, dont 50% facilement. Et donc, ça fait que 160 000 mètres cubes pourraient être rendus à la nature par orage de 35 mm. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller et on se rappelle que c'est beaucoup moins cher. Donc, ça vaut le coup d'y aller pour l'environnement, ça vaut le coup d'y aller pour l'efficacité, ça vaut le coup d'y aller pour les finances publiques, etc. Mais là, ce qui est intéressant, on est sur le domaine privé ou à usage privatif, c'est-à-dire qu'on est sur le domaine cadastré.
de la ville. D'accord ? Le domaine public n'est pas cadastré. Donc, on voit que ça représente quand même beaucoup parce qu'on a l'impression que tout est coloré. Mais en fait, non, le domaine public n'est pas coloré dans cette carte parce qu'il apparaît dans celui-ci. Donc, on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup moins de couleurs. Donc, ça permet de prendre conscience que dans une ville, entre 30 et 60, il y a entre 20 et 30% du domaine public d'une ville est public et que 70 à 80% du domaine d'une ville est privé. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si on s'intéresse donc à l'action municipale? Qu'est-ce qu'on pourrait déconnecter sur tout le réseau viaire de la commune, sur tout le jeu des espaces publics? On s'aperçoit que là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, parce que le domaine public a déjà rempli tellement de fonctions de mobilité, de stationnement, comment dire, les modes doux, l'activité économique, enfin les aménités urbaines, etc. Tous les tuyaux qui sont en dessous, encore de temps en temps quelques câbles au-dessus. Enfin, on sent que c'est difficile, c'est un territoire qui devient extrêmement difficile à mobiliser. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 47% de la surface qui est infiltrable en prenant les trois premières catégories, très facile, facile et moyennement facile. Mais surtout, on s'aperçoit que l'enjeu, c'est que 15 600 mètres cubes. Alors qu'avant, on était à 160 000 mètres cubes dans le domaine privé. Donc, on sent qu'il y a une sorte de, par pragmatisme, la nécessité d'aller embarquer le domaine privé dans une cause commune avec celle du domaine public des villes. Donc, c'est indispensable à faire. Alors, la conclusion, c'est que généraliser la déconnexion à l'échelle d'un territoire est une stratégie qui est gagnante pour plein de raisons. C'est le côté multiserviciel de la nature pour des raisons techniques, parce que infiltrer, finalement, ça permet de créer un séparatif, donc de séparer les eaux usées des eaux de pluie sans ajout d'un réseau supplémentaire. C'est, comment dire, le potentiel de déconnexion démontre qu'une mise en conformité des réseaux est possible sans grands travaux, parce qu'on a compris depuis longtemps le principe de l'infiltration. Mais est-ce qu'on peut opposer à la police de l'eau le fait que de tout déconnecter, ça donnera la réponse à la question de conformité? Aujourd'hui, on est capable de répondre oui à cette question-là. Pour des questions économiques, on l'a connu, c'est 8 fois moins cher que les techniques souterraines. La Rouennaise de l'eau, qui est un peu, ou dans la région de Douai, où ils sont assez aiguisés sur ces questions-là, mais Frédéric Méjassol rappelait à une table ronde il y a quelques temps au Salon des maires qu'ils avaient fait chiffrer la solution dite classique de mise en conformité pour le syndicat de Roanne. Ils étaient à 122 millions, ils étaient à 36 millions par le principe de l'infiltration. Donc, vous voyez, il y a un rapport qui est quand même assez important. Toutes ces études sont financées par les agences de l'eau, ainsi qu'un certain nombre de travaux, jusqu'à 20 € au mètre carré déconnecté. Environnementalement, l'infiltration restitue l'ensemble des eaux de pluie à l'environnement, et surtout, ça prépare l'arrivée, prépare les conditions de l'arrivée pérenne de la végétation en ville, pas d'eau, pas de végétal. Et au niveau urbanistique, la suppression des volumes, ça redonne de la capacité au réseau, donc ça permet d'œuvrer dans le sens de la sobriété foncière, de la densification, sans être obligé de refaire les tuyaux au préalable. Au niveau paysager, c'est les travaux d'infrastructure souterrains où on finit, après avoir embêté beaucoup de monde par une cicatrice dans l'enrobé. Là, on fait des projets de réaménagement de la ville en partenariat avec la population qui veut une cour urbaine, une zone 30, etc. Comment on le fait ensemble? Parce que finalement, on a besoin juste de changer la peau de la ville pour bien conduire l'eau vers des espaces verts qu'on met en creux. Puis au niveau social, c'est vachement intéressant parce que la qualité du cadre de vie réduit les factures sociales et favorise la démocratie participative. Voilà, c'était la deuxième séquence. Donc, résumé, 70% de nos villes sont réversibles. C'est plutôt une bonne nouvelle, me semble-t-il, concernant les systèmes d'évacuation des eaux pluviales. L'infiltration, c'est une solution durable et économe à la saturation des réseaux. Donc, c'est indispensable. Je citais à Sébastien, quand on a discuté, que je crois que Lyon, 60% des arbres remplacés chaque année par le Grand Lyon ont moins de 30 ans. C'est-à-dire que des arbres sont prévus pour durer 150, 170 ans, ils sont mis en situation d'échec et le stress hydrique est une des causes principales. N'oublions pas que nos villes se régénèrent au rythme de 1% par an, qu'un changement de modèle est possible à condition d'en faire une politique en soi. Voilà, à vous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Qui veut réagir, poser une question?
Bon, moi, j'en ai plein, mais je ne vais pas toutes les poser. J'ai une question sur l'articulation entre les stratégies de sous-bassins versants des villes et des bassins versants supérieurs, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas encore, enfin, notamment lié au risque d'inondation et à la participation de cette logique sur la limitation du risque d'inondation, en plus de participer au rafraîchissement, au verdissement, au retour de la biodiversité, etc. J'en profite pendant que j'ai la parole, juste sur 3 informations pour les participantes et les participants. Enfin 2. Le CNES, le Centre national des études spatiales, propose aux collectivités, et peut-être d'ailleurs que votre société ou des entreprises du groupe Valor font cette intermédiation, des données très fines qui permettent de qualifier non seulement la possibilité des sols urbains ou ruraux à capter de l'eau, mais aussi de la première couche de sous-sol. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, il y a de plus en plus la possibilité d'accéder à de la data spatiale qui permet d'orienter la planification des zonages pluviaux et qui se font à moindre coût, voire gratuitement pour les collectivités, puisque le CNES est un organisme public. Ce qui est intéressant avec cette logique qui a été présentée par Jean-Marc de réflexion au cadastre, à la parcelle, c'est que ça donne pour une collectivité un éventail de possibilités, comme l'a très bien dit Jean-Marc, d'implication de la population dans ces logiques-là et des propriétaires. Et je donne un exemple qu'on pourra documenter, si vous le souhaitez, à la suite de ce webinaire. J'en profite pour toutes les personnes qui citent des références, etc. Si vous pouvez soit les mettre sur le chat, soit nous les renvoyer par la suite, parce qu'on essaiera de les regrouper dans une rubrique spécifique sur le portail de France Ville Durable. Je pense à la ville de Norfolk. Je dis ça pour des collectivités qui seraient présentes et qui voudraient expérimenter un certain nombre de choses en la matière. Norfolk, côte est des États-Unis, ils ont mis en place un dispositif avec une petite appli pour que chaque habitant puisse connaître chaque propriétaire puisse connaître exactement son potentiel d'absorption ou de déconnexion à la parcelle, puis des incitations financières avec une réduction de taxes sur l'assainissement proportionnelle à ce que le propriétaire menait comme action pour capter l'eau de pluie et la faire sortir du réseau, soit par de la désimperméabilisation, soit par la pose de réservoirs en façade qui récupèrent les eaux du toit et permettent d'arroser le jardin ensuite, etc. etc. Les réservoirs étaient même fournis par la collectivité gratuitement aux propriétaires pour les inciter. Alors, du coup, la collectivité a perdu pas mal de recettes parce que tout le monde l'a fait. Ça a très bien marché, cette logique de réduction ou suppression de la taxe sur l'assainissement en fonction de ses actions vertueuses. Mais ce n'est pas grave parce que la collectivité n'a du coup pas eu à investir les dizaines de millions nécessaires dans des bassins de rétention, etc. Donc, au final, elle était largement gagnante malgré cette perte de recettes, parce qu'effectivement, cette tradition un peu ingéniorale qu'on a sur la récupération de l'eau de pluie coûte extrêmement cher aux collectivités. Jean-Marc a cité les prix des bassins de rétention. Enfin, c'est quand même gigantesque pour quelque chose qui produit aucun autre service, quasiment jamais pour la collectivité, si ce n'est effectivement une place minérale battue par les vents au-dessus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vertueux pour les collectivités, de pas coûteux, plutôt facteur d'économie, qui demande effectivement un certain nombre d'évolutions culturelles, notamment dans les services d'assainissement. Alors, ça dépend, les grandes métropoles sont déjà bien au fait, mais la plupart du temps, moi, je me souviens d'une discussion avec un ingénieur en fin de carrière territoriale qui m'avait dit, quand on évoquait ces sujets-là, qui m'avait dit, mais vous êtes en train de me dire que la gestion de l'eau pluviale, maintenant, va passer par l'infiltration. Mais l'infiltration, ce n'est pas de la gestion. La gestion, c'est quand ça passe par un tuyau. Sinon, moi, ingénieur territorial, je n'ai plus de métier. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec ces approches, c'est de les mettre en relation ensuite avec l'évolution des métiers de la fonction publique territoriale, qui doit aussi suivre ces évolutions que les acteurs économiques peuvent proposer au territoire. Je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des réactions, des questions avant qu'on passe à la troisième. Bien sûr, Jean-Marc va répondre, hein, mais si vous avez d'autres questions, levez la main. Alors moi, je réponds en attendant que les gens lèvent la main à Sébastien. Plusieurs choses. D'abord,
en disant que ce qui est intéressant avec les solutions végétales, c'est que autant les solutions techniques isolent les compétences et créent la distance finalement entre ceux qui font la ville et ceux qui la vivent et la fréquentent, etc. Et on voit que dans les réunions publiques, c'est assez compliqué d'aller embarquer des populations sur des choix techniques. La nature rapproche. Quand vous réunissez des gens en disant voilà, on va imaginer ensemble un nouveau système d'infiltration pour créer des îlots de fraîcheur grâce à la nature, tout le monde comprend et on voit que ça permet comment dire, de plus facilement embarquer les gens dans cette histoire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que effectivement, le fait de devoir, par pragmatisme, par raison, aller chercher le domaine privé et le mettre aux côtés du domaine public dans cette cause commune, ça crée des nouvelles formes de financement, parce qu'il va se poser la question du financement. Donc, vous souhaitez vous expliquer Norfolk, je crois. Mais il y a aussi, par exemple, à Brest, il y a ça avec Eleni et Michel Bénard, ils ont fait ça avec le syndicat de Brest, où chaque fois que quelqu'un se déconnecte, un particulier déconnecte, met un coude dans son dauphin et envoie l'eau dans son jardin, il y a un visa hydraulique qui est fait par comment dire, quelqu'un du CPIE qui a été formé. Il fait un petit visa hydraulique et le type envoie ça avec sa facture d'assainissement. Il a une somme qui est défalquée de sa facture d'assainissement. Et comment dire, Mulhouse a voté un principe de financement pour qui désimperméabilise sa cour. Si vous désartificialisez quelques mètres carrés de votre cour, la collectivité vous aide, ou alors la région PACA a voté un barème de subvention pour les arbres. Vous voulez planter un arbre chez vous, il y a 150 € suivant la taille, 200 €, etc. On voit qu'il y a la volonté de commencer à embarquer le domaine privé dans cette solution-là. Voilà. Alors, la réponse à l'histoire des bassins, etc., c'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup à l'hydraulique urbaine, mais il y a aussi dans les grands bassins toute la question du monde rural, parce que de temps en temps, il y a des… comment dire, l'eau vient du monde rural, etc. Mais il faut quand même avoir conscience, principalement en ville, que finalement, il y avait une photo dans les Échos, je lis assez rarement les Échos, ce n'est pas tellement le truc des paysagistes, mais je suis tombé sur une photo à l'arrière, la photo du jour, où on voyait un sol arraché, qu'une grille avaloir arrachée, l'enrobé arraché en pleine nature. Et c'était suite au dernier comment dire, épisode pluvieux il y a quelques jours. Et on voyait que le socle urbain s'était arraché et on voyait dans la photo, dont le plan était assez large, la nature environnante, et il ne s'était rien passé dans la nature environnante. Parce que quand le problème qu'on a, c'est que quand on veut intercepter le cheminement de l'eau et de la faire rentrer à toute vitesse dans une petite bouche à valoir et de la conduire au plus vite vers sa destination, on transforme quelque chose d'assez inoffensif en force, et une force qui peut devenir terriblement destructrice. Et les gens citaient qu'il était tombé 16 mm d'eau en 1 heure. Mais mon Dieu, si on ne collecte pas l'eau, 16 mm, c'est quoi? C'est 1,6 cm. Et si l'eau n'est pas mise en mouvement, elle n'est pas collectée, etc., on marche sur la pointe des pieds, on traverse et il ne s'est rien passé. Je veux dire, vous voyez, c'est vraiment… et Carlos Moreno le disait très bien, il disait ce n'est pas tellement comment dire, l'évolution des phénomènes climatiques qui vont être la source de nos catastrophes, c'est plutôt l'intensification d'un système incapable d'y répondre. Donc, il ne faut pas non plus, il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'il faut, me semble-t-il, très très vite se lancer dans des politiques de déraccordement au plus vite. C'est possible de le faire et d'embarquer tant le domaine privé que le domaine public pour réussir. Et vous verrez que ce qui est intéressant, c'est que quand on a géolocalisé tous les terrains propices à la filtration, on a quelque part, on a géolocalisé les terrains propices à la plantation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je cite également l'exemple de la ville de Paris sur les arbres qui propose aux copropriétaires privés ou aux propriétaires privés que les agents municipaux viennent carrément planter un arbre sur la base des essences qui sont choisies par la collectivité pour être compatibles avec le dérèglement climatique, le climat local, etc., etc. Donc, il y a un multiple panel de possibilités sur ce lien entre… Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, merci beaucoup Jean-Marc de l'avoir rappelé, que là, on est effectivement sur du domaine privé, mais qui peut faire l'objet d'une action publique forte. Et c'est un potentiel bien plus important que ce que la collectivité peut faire sur son propre domaine. On passe à la troisième séquence.
Oui, avec plaisir. Alors, donc, il y a deux notions nouvelles. Je vais vous expliquer. Certains les connaissent déjà. C'est la notion d'îlot morphologique urbain, les IMU. Alors, qui vient de 2012 de Stewart et Hawkes, c'est avec ce qu'on appelle Local Climate Zone. Et alors, qu'est-ce que c'est que les IMU et pourquoi? Parce que moi, il me semble que c'est une échelle intermédiaire urbaine qui n'est pas administrative, elle est plutôt morphologique, granulométrique, etc. Elle est donc plutôt géométrique et elle mêle le foncier public et le foncier privé. Donc, ça rejoint ce qu'on venait de dire. Et en gros, cette méthode consiste à avoir découvert que, en fait, nos formes urbaines étaient une réplication de 17 typologies X fois représentées dans une ville, et que chacune de ces typologies avait l'intérêt d'être homogène en morphologie, en comportement, donc notamment en température. Alors, par exemple, l'IRP, l'ex-IAU, comment dire, adopté les IMU il y a déjà quelques années et a calculé l'ensemble des IMU pour l'agglomération parisienne. Et nous, on est reparti de ça pour celui d'Épinay-sur-Seine avec lesquels on bosse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'aperçoit que dans Épinay-sur-Seine, il y a 299 IMU, et on verra que toutes les formes urbaines ne sont pas représentées parce que sur les 17 formes, il n'y en a que 15 à Épinay, certaines ne sont pas représentées. Et puis, ça donne des pourcentages comment dire, selon les typologies. Donc, il y a deux grandes catégories, de 1 à 10, c'est plutôt les formes urbaines qui sont construites, et de 11 à 17, c'est plutôt l'aspect aménagement extérieur qui est pris, la forêt, l'eau, etc., etc. sont plutôt la ville ouverte d'un côté, la ville fermée de l'autre, si vous voulez. D'accord ? Et donc, c'est une autre façon de comprendre le territoire, et vous verrez pourquoi ça nous semble intéressant. Voilà, donc c'est tour compact, immeuble compact, ensemble de maisons, etc. Et on s'aperçoit qu'à Épinay-sur-Seine, c'est les maisons espacées qui sont les plus représentées, alors que quand on se balade à Épinay-sur-Seine, on aurait plutôt volontiers l'impression que ça tourne autour des immeubles plus ou moins denses, mais que la forme urbaine la plus représentée, c'est plutôt des immeubles. Alors, ce qui est intéressant avec les IMU, là, vous voyez, c'est les 299 IMU, donc ils sont entourés par des zones bleues, mais en dessous, les traces blanches, c'est les cadastres. Donc, un IMU, c'est une collection de parcelles cadastrales, évidemment, et d'espaces publics. Et quand on se balade avec sa souris sur la plateforme web de restitution, on clique sur un IMU et il y a la fiche d'identité qui apparaît et on voit un certain nombre de trucs, la température au sol moyenne, la densité, l'exposition, l'exposition au soleil, en combien de temps la température baisse la nuit. Enfin, il y a un tas de données assez intéressantes sur comment dire, le fonctionnement de chaque IMU. Alors, voilà la synthèse, c'est que l'IMU à 43%, c'est maisons espacées, 15, etc. Donc, on voit, c'est une lecture différente donc d'appréciation de quoi est constitué un territoire communal. Alors, pour comprendre, parce qu'on va l'utiliser après pour définir ce qu'est notamment le coefficient de naturalité d'un territoire et bien d'autres choses. Alors, le coefficient de naturalité, moi, je l'ai découvert grâce à Tours, parce que Tours s'était lancé dans l'exercice de définir le gradient de naturalité de son agglomération. Donc, la naturalité, c'est, comment dire, un mélange entre l'indice de perméabilité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'indice de ruissellement sur les parcelles, je parlais de 34%, 65%, etc. L'indice de perméabilité, c'est l'inverse. Quand on disait il y a 34% de zones imperméables, c'est qu'il y a 66% de zones perméables. Donc ça, c'est l'indice de perméabilité. Ensuite, on rajoute l'occupation du sol par le végétal, c'est que par rapport à une parcelle, combien de pourcentage de la parcelle est verte. Et après, alors ça peut être du végétal haut, du végétal bas, c'est la totalité des espaces verts. Et après, on ajoute un indice d'enrichissement qui est le rapport entre le végétal haut et le végétal bas, c'est-à-dire entre les arbres et les gazons, etc. Ça donne le gradient de naturalité. Alors, si je reprends la même fiche d'identité de chaque parcelle cadastrale, on va chercher plutôt ça. Vous voyez, végétaux bas, etc.
Et avec ça, on sort, ça c'est la carte de Tours, hein, de l'Atlas Métropole Nature de Tours, qui ont classé en très faible, faible, moyennement ou fort. Et on voit tout de suite où se situent les endroits où la nature est très présente, moins présente. Alors eux, ils ne sont pas à l'IMU parce qu'ils se sont inventés une espèce de carreau INSEE, mais le principe est le même. Et nous, on l'a fait sur Épinay-sur-Seine. On a calculé le gradient de naturalité pour la totalité de la commune. Vous avez la restitution à l'échelle de l'IMU à gauche, mais on a zoomé pour vous montrer la précision parce que vous voyez que sur la partie droite de l'image, eh ben, on est bien à la parcelle cadastrale et puis dans un tissu qui peut paraître homogène, ben, certains ont déjà planté, d'autres pas encore, etc. Et nos outils de lecture le permettent de le déterminer. Donc, on a fait le même classement entre très facile, très faible, faible, moyen, fort, etc. etc. OK. Alors, ensuite, toujours avec ce principe des îlots de chaleur, des IMU, on a essayé de voir ce que ça donnait par rapport aux îlots de chaleur. Donc, on a pris deux photos à deux dates différentes, mais toujours au même moment, c'est-à-dire à 8 heures du matin, de façon à vérifier qu'il n'y avait pas un épiphénomène ce jour-là, mais qu'on était bien dans une récurrence d'îlots de chaleur. Donc, on a pris 2018 et 2020. On a appliqué ça toujours avec la même formule, les IMU, etc. Alors, en passant, je vais vite revenir en arrière un petit coup, c'est que quand on regarde là, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une nature un peu forte qui est un peu en périphérie, puis on sent qu'il y a un truc qui se passe par ici où la naturalité est moins forte, donc moins de présence de nature. Et quand on regarde les îlots de chaleur, on aperçoit, comme par effet miroir, que c'est plus chaud là où la naturalité est moins forte. Donc, on voit que se dessine un diagnostic assez précis du territoire. Alors, une fois qu'on a ça, vous avez vu la carte, le schéma de déconnexion à la parcelle cadastrale, où est-ce que c'est facile, très facile, moyennement facile, etc., d'infiltrer. Quel est l'état de la nature par parcelle cadastrale sous tout le banc communal d'Épinay, où est-ce qu'il fait le plus chaud, etc. Et INE, justement, a pour but d'essayer de répondre à cette question du départ, c'est par où commencer, que faire, comment extraire de cette complexité les zones les plus vulnérables, mais aussi les plus propices à une réponse végétale. Nous, on essaye de la question qui nous est, ou nous, notre compétence de notre famille professionnelle, c'est d'apporter des réponses par le végétal. Donc, dans la ville, il y a des endroits où le végétal est moins approprié que d'autres. On imagine que sur 5 rangées de parking souterrain, c'est moins évident d'aller traiter, etc. Mais par contre, chaque fois qu'il y a des sols ouverts, là, oui. Et donc, comment les prioriser, ces zones? Alors, voilà, on a appelé cette petite méthode INE, qui est une référence au système immunitaire au nôtre. Vous savez, l'INE est l'acquis. Et nous, on pense qu'on est capable que nos villes, finalement, le sol représente le système immunitaire de nos villes et qu'on est capable de réactiver ce système immunitaire à partir de l'eau et du végétal. Et en utilisant des lectures croisées de données digitales multiples, comme on l'a compris, potentiel de déconnexion, ensuite gradient de naturalité, température. Donc, on demande à sortir les îlots morphologiques urbains qui sont les plus faciles à déconnecter, avec ceux où la naturalité est le plus faible, très faible ou faible, alors que c'est facile d'infiltrer, donc il y a peu d'arbres, donc il y a une réserve de plantation, il y a un potentiel de plantation qui est important, où il fait le plus chaud. Et quand on croise ces données-là, ça permet de sortir du tissu urbain les zones les plus vulnérables. Alors là, on voit que les zones vulnérables, elles sont soit les plus foncées sont les plus vulnérables, d'accord? Mais là, on a une pondération neutre, c'est-à-dire qu'on a mis à égalité naturalité, ruissellement, juste ruissellement. Vous avez vu qu'on a mis un coefficient de 1,5 parce que comme nous, on cherche à promouvoir des réponses végétales, le ruissellement, c'est que la capacité du sol à infiltrer quelque part une donnée qu'on a cherché à muscler un peu en mettant un coefficient de 1,5, mais sinon température à 1. Donc ça donne ça. Si on pousse un peu la naturalité, c'est-à-dire que dans un territoire où le réchauffement climatique ne serait pas la priorité, on en connaît peu, mais bon, où c'est plutôt la répartition de la nature, c'est un peu de nature pour tous au plus près de chacun, et ben on montrait la naturalité avec un coefficient plus fort, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est cette troisième solution, ce troisième scénario,
où là, on a mis la température en coef 5 pour vraiment sortir les endroits les plus exposés, d'accord, mais aussi les plus propices à une réponse végétale. Donc là, on a une certaine, on voit déjà qu'on commence à apporter réponse à la question parce qu'on voit que se dessine à l'intérieur de la ville une sorte de corridor prioritaire, mais qui sont comment dire, la concaténation des zones de vulnérabilité. Ça ne fait pas pour autant des zones à enjeu, parce qu'il faut arriver, pour en faire des zones à enjeu, à prioriser parmi ces zones vulnérables avec d'autres critères. Et nous, on pense que le premier des critères, c'est les critères sociaux, population, fragilité, sensibilité, et qu'on peut rajouter avec des critères écologiques et qu'on peut aussi mixer avec des critères d'opportunité. Les projets en cours, vous savez, les 1% du rythme lent de la ville, mais n'empêche qu'il peut y avoir des 1% qui se situent dans les endroits prioritaires ou à plus fort enjeu, etc. Alors, donc, une densité de population toujours à l'IMU, on est capable de déterminer et puis de régler les curseurs. À Épinay, on a dit plus de 6 000 habitants kilomètre carré. Donc, parmi tous ces endroits, ces IMU vulnérables, sortez-moi ceux où il y a la plus forte densité, où les personnes sensibles, moins de 5 ans, plus de 65 ans, sont les plus représentées, et si possible, où il y a des établissements sensibles, EHPAD, etc., etc. Et quand on fait ça, on arrive à ça. C'est-à-dire qu'il y a, on a gardé les jaunes et il y en a certains, les roses, qui disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Parce que c'est essentiellement de l'activité. Donc, c'était des territoires qui étaient propices à une réponse végétale, mais simplement, on ne va pas les prioriser parce qu'il n'y a pas de gens qui habitent. C'est de l'activité ou des équipements. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, on peut rajouter donc, les enjeux environnementaux. On fait ça avec Philippe Piergeot. Trame verte et bleue, corridor écologique, et ça donne ça. Alors, ce qui est, un constat, c'est que des stratégies qui sont très, très complémentaires, qui se croisent et qui s'additionnent, parce qu'en réalité, quand on regarde les trames vertes et bleues, Philippe avait fait le travail avec pleine commune, etc. On voit qu'on part de la ripiscille de la Seine comme un premier réservoir de biodiversité, qu'on converge vers un parc, et du coup, il y a des trames, etc. Mais on s'aperçoit aussi, quand on aborde la question par l'axe social, on a plutôt une réponse qui est ouest-est et longitudinale dans l'axe de la commune, et les logiques environnementales, elles sont plutôt perpendiculaires. Alors, on se dit qu'au milieu, par exemple, quand tout se croise, ça peut être là, par là qu'il faut commencer. Enfin, ça permet d'optimiser les choix. Alors, quelques chiffres aussi pour montrer que finalement, à la réponse à laquelle on se proposait de répondre, en fait, il y a 42 IMU qui sont répartis. Donc, je reviens là-dessus. Là, tous les jaunes, là, c'est 42 IMU, d'accord, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans 4 typologies différentes. Vous savez, les 17 typologies, donc, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, alors c'est ensemble de tours compacts, ensemble de maisons compactes, immeubles espacés et un peu maisons espacées. Donc, ça veut dire que finalement, ça va nous permettre, si les élus décident effectivement de prioriser sur ces territoires-là, ça va nous permettre d'apporter 4 boîtes à outils ou 4 cahiers des charges spécifiques par typologie des IMU et de les dupliquer sur l'ensemble des IMU concernés. Alors, ces 42 IMU représentent 66 hectares de ville sur les 450. Donc, on voit qu'on a bien pincé la question à des endroits qui deviennent prioritaires. Qu'il y a 50 hectares qui sont parcelles privées et 16 hectares qui sont publics. Donc, il y a bien ce rapport 20-80 ou 30-70 entre le domaine public et le domaine privé. L'occupation des sols, là-dedans, il y a quand même 30 hectares de bâtiments, donc ça pose la question, vous savez, de la végétalisation des bâtiments, parce que ce n'est pas neutre, 30 hectares sur 65 sélectionnés comme étant prioritaires. Il y a donc 35 hectares d'espace non bâti. Il y a 16 hectares de sol imperméable. Donc, si la ville a envie de se lancer dans une stratégie de désimperméabilisation, c'est peut-être dans ces îlots priorisés qu'il faudra commencer la désimperméabilisation, la désartificialisation. Il y a 18 hectares de sol perméable, il y a 17 hectares d'espace vert, etc. Et puis, il y a, 10 558 personnes, c'est-à-dire 20% de la population qui est concernée, et dont 2 278 de personnes à risque. Voilà, donc vous voyez que ça permet quand même d'objectiver les choses. Alors, je finirai là-dessus.
Donc, pour arriver à communiquer, parce que comme on a besoin d'aller voir la population, elle peut être, on a vu à Épinay-sur-Seine, par exemple, que 42% du tissu urbain, c'est de la maison individuelle, donc il est question d'aller voir, rencontrer ces gens-là, etc. Et ben, d'avoir des outils de communication, ça peut être intéressant. Et nous, on a un jumeau numérique et une pleine forme d'échange qui d'abord est d'une grande précision, parce que ça rejoint la question que Sébastien posait, de quoi ces données sont faites, hein, avec le CNES, etc. Et ben, nous, on part des imageries aériennes. Vous savez que les photos satellitaires, comment dire, sont aujourd'hui en open data par l'IGN, hein, donc on peut tous les récupérer. Comment dire, mon partenaire Cyril a une très très grosse collection de territoires 3D de quasiment toutes les villes françaises. On peut récupérer toutes sources publiques et privées, cadastre, réseau de données, etc., etc. Mais on peut aussi récupérer toutes les données LIDAR qui ont été demandées à la ville par des opérateurs comme Enedis par exemple. Et en général, on donne toute la collection des points à la ville et les Enedis ayant retiré par exemple tout ce qui concernait les coffrets, mais on a tous les arbres, toutes les bornes, tous les bancs, etc. Donc on récupère tout ça, on les traite et on extrait tout ce qui touche à la nature, ce qui donne des collections de données, comment dire, en 3D qui sont très intéressantes. Alors, ce jumeau numérique, il nous aide au diagnostic, à une élaboration coopérative de la stratégie, etc. Vous verrez comment. Et c'est très utile pendant les mobilisations, les phases de mobilisation des partenaires. Il faut qu'on crée des green teams autour de ces questions-là. Donc, il faut d'abord les services des villes, ensuite les principaux aménageurs, les principaux propriétaires, les bailleurs sociaux, l'activité économique, tous ceux qui ont des grands parkings, des courts camions. Il faut embarquer tout le monde. Ça permet de calculer des indicateurs cartographiques comme l'indice de canopée, enfin des choses comme ça. Voilà. Et ça donne des trucs de restitution que vous pouvez voir. Là, sur la droite, c'est le rapport entre les volumes des bâtiments et les arbres. Hein, vous voyez, c'est une extraction 3D. Et celle de gauche, c'est assez intéressant. Je ne peux pas vous la mettre en mouvement, mais c'est très facile à faire. Vous voyez qu'il y a des curseurs. Et en fait, vous faites vos hypothèses vous-même. C'est-à-dire que vous prenez le curseur ici, en densité de population. Alors, Épinay-sur-Seine, ils ont 12 000 habitants kilomètre carré en moyenne. Mais nous, on a fait une hypothèse à 6 000, on a collé à 6 000. Mais si vous avez envie de voir ce que ça donne à 8 000, etc., vous bougez vos hypothèses. La température, on a plus de 30 degrés, on peut prendre plus de 35 ou plus de 28, etc. Donc, c'est un outil qui est assez didactique. Et j'ai deux slides pour finir. Par exemple, ça vous donne une idée de la finesse. Là, c'est la représentation de la totalité des arbres de la commune d'Épinay-sur-Seine, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, restituable par couche de hauteur de 0 à 5 mètres, 5 mètres à 10 mètres, 10 mètres à 15 mètres, 15 mètres à 20 mètres, etc. Et on peut les isoler par segment. Et donc, par exemple, s'agissant de bâtir une stratégie d'adaptation au réchauffement climatique par la végétalisation, il s'agit avant tout de garder les arbres existants. Et en sortant les plus importants, on peut avoir une politique dans le cadre d'un PLU en mouvement, etc., d'espaces boisés classés protégés, par exemple, en sachant exactement où se situent ces arbres-là. Et la hauteur, on l'a justement par le croisé de la lecture algorithmique des photos aériennes et les relevés LIDAR, hein, qui sont donc plutôt au sol et qui nous permettent de croiser les données et d'avoir des volumes. Voilà, puis ça permet aussi des extractions de toute forme. C'est ma dernière slide. Là, par exemple, c'est les continuités écologiques et qu'on peut superposer, par exemple, avec les pistes cyclables. Et comme ça, quand un maire annonce qu'il veut planter 3000 arbres, ça peut être une solution de les planter le long des itinéraires cyclables, parce qu'on a envie d'avoir des itinéraires fraîcheurs, parce qu'on veut absolument promouvoir la ville du quart d'heure, etc. Voilà, alors l'eau et le végétal, donc ce qui me semble moi le plus innovant, c'est que des nouvelles coopérations s'installent, se dessinent entre l'eau et le végétal, on l'a vu, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, entre le public et le privé. Il me semble indispensable de définir une stratégie globale d'adaptation au réchauffement climatique, parce que d'ailleurs ça donne du sens et de la cohérence à chaque action, hein, et puis ça permet d'aller vers une plus grande efficacité. La nécessité d'associer le domaine privé. Et on n'est pas du tout dans du greenwashing, c'est vraiment un changement de modèle qui est en cours où la nature devient infrastructure et la biodiversité fonctionnelle. Voilà, merci. À vous. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Qui veut réagir, poser des questions? Y a-t-il notamment des représentants de collectivités qui veulent affiner un peu? Bah, c'était très clair en même temps. Il faut reconnaître que c'était assez limpide. Moi, je serais quand même intéressé, s'il y a des représentants de collectivités, c'est de savoir si vous êtes déjà engagé dans des démarches de ce type-là, si vous pensez que ce type d'outils, d'approches sont possibles ou faciles à mettre en œuvre. Il y a des collectivités qui sont déjà en avance sur le sujet et qui peuvent servir de modèle. Il y en a certaines qui ont été citées là. À France Ville Durable, on veillera à ce que sur le nouveau portail de solutions qui sera livré en septembre, on puisse mettre en avant ces bonnes pratiques qui sont déjà menées par des collectivités. Ben encore comme tout à l'heure, en attendant une question, moi j'en ai une encore. Enfin, ce n'est pas une question, c'est plutôt, je pense aux jumeaux numériques verts et à son propre bilan énergétique, matières premières, etc., etc. Est-ce que vous allez dans cette approche holistique qui semble vous caractériser, puisque vous avez cette approche large des enjeux et des solutions, est-ce que vous pouvez, par exemple, dire à une collectivité, ou peut-être pas encore, c'est peut-être quelque chose à développer, puisque ce sont des outils qui commencent à peine à se mettre en œuvre, ce jumeau vert ne va pas plomber vos objectifs en matière de consommation d'énergie par la data supplémentaire qui va mobiliser sur des serveurs, etc. etc. Donc, le bilan énergétique et écologique du jumeau lui-même devrait être intégré, je trouve, à l'approche pour que la collectivité puisse choisir en connaissance de cause et en disant, mais oui, on assume cette surconsommation, parce qu'on voit aujourd'hui quand même que la surconsommation liée au serveur est en train d'exploser, que la collecte de data est pas pour rien dans tout ça. Et donc, il y a de plus en plus, et c'est notamment l'objet d'un des groupes de travail de France Ville Durable, cette logique de la data utile et de la sobriété de l'ensemble de l'architecture numérique qu'on utilise. Alors, est-ce que vous y avez déjà un peu réfléchi? Non, mais pas assez. Effectivement, je connais cette question de… voilà, par exemple, je ne connais plus trop les chiffres, mais on dit que finalement, envoyer un courrier par la poste, ça consomme moins que d'envoyer un mail. Ah oui. Et on commence à se rendre compte de ce genre de… Et imprimer un document en quadri, c'est moins mauvais pour la planète que d'avoir un fichier de 40 mégas sur un serveur. Voilà. Or, on a supprimé le papier partout, Ouais. etc. Et puis, il faut que je réalise parce que moi, je me vante souvent d'être paperless et ce n'est pas qu'une bonne chose, visiblement. Et voilà. Alors, non, mais ce qu'on sait, c'est que, comment dire, nous, notre outil de restitution et de communication, c'est une plateforme web. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile. Il ne nécessite pas énormément de puissance machine, etc. Parce que chacun est capable de se connecter et de jouer avec. Donc, c'est plutôt un modèle léger. Par contre, c'est vrai qu'on peut imaginer que les nouvelles, je crois qu'une collectivité n'utilise que 30% des données qu'elle possède aujourd'hui, mais que les progrès vont, comme à chaque fois, peut-être pousser le curseur un peu plus loin parce qu'on va aller vers du prédictif à mort. On va être capable de définir quel est le besoin de nature en fonction d'ambitions politique définie pour un territoire. Je le veux plus frais de combien, et puis on va pouvoir calculer combien il faut d'arbres, combien de machins, de trucs. Donc c'est vrai que là, il faudra vraiment se poser la question de combien tout ça va consommer, parce que ça va être extrêmement important. Mais on voit, aujourd'hui, nous, on est dans une forme qui est déjà extrêmement élaborée, parce que c'est très précis. On a une précision à 20 cm. Un pixel de photo aérienne, c'est entre 20 et 50 cm au sol. Quand vous screenez la totalité d'un territoire communal, ou d'agglomération à la parcelle cadastrale à 20 ou 50 cm près, c'est quand même déjà assez précis. Mais on sent que nous, on traite l'eau et le végétal, mais va se rajouter, comment dire, on peut traiter aussi quelle est la densité de population ayant une vue directe
ou un contact direct avec un espace vert ou un arbre. Enfin, il y a un stock de données considérable. Il faut savoir un peu trier là-dedans qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qu'il faut, voilà, parce que sinon on va effectivement se lancer dans des complications assez terribles. Et Annick, de la communauté urbaine de Dunkerque, est-ce que vous voulez évoquer ce que vous avez écrit dans le chat? Je pense par exemple le coefficient de biotope. Alors les OAP, les coefficients de biotope, là vous avez parlé, Jean-Marc, je crois, de coefficient de naturalité. Moi, Oui. c'est vrai que je connaissais plus le coefficient de biotope, mais peut-être ça peut être intéressant pour les participantes et les participants. Annick, que vous partagiez votre témoignage. Oui, enfin, moi je suis très intéressée par les outils, notamment ce coefficient de naturalité que je découvre les outils là, je les trouve super intéressants en termes de modélisation. Voilà, je serais intéressée pour approfondir cette question. Nous, on travaille sur la question de la nature en ville et à la fois sous l'angle environnemental, hein, comme vous avez pu le développer autour des îlots de chaleur, mais pas seulement aussi de la santé environnementale. Quand tout à l'heure vous faisiez allusion à la santé sanitaire avec les allergies et les typologies des sens et la localisation, y compris en termes d'amélioration des contraintes urbaines. Donc ça, on travaille, on a décliné notre PLUI avec une orientation d'aménagement et de programmation sur la biodiversité et le paysage. Et donc la prise en compte à la fois dans les OAP sectorielles, alors c'est un peu jargonneux, hein, mais par secteur de quartier et dans différentes communes, comment dirais-je, l'importance, la part à réserver au biotope, d'où le coefficient, y compris à la parcelle, et qui s'inscrit dans la continuité, dans les continuités des corridors écologiques. Donc, on a voulu aussi matérialiser matérialiser sur les documents de planification les cheminements, ce qu'on appelle nous nos chemins verts, c'est-à-dire nos cheminements en mode actif, hein, vélo notamment, avec une stratégie de végétalisation en ville et en dehors de la ville. Voilà. Donc, du coup, ça m'intéresse énormément ce que vous avez développé sur les communes que vous avez exposées. Merci. En tout cas, mais c'est très gentil. Alors, je vais répondre à votre question sur le coefficient de biotope parce que ça fait partie. En fait, on a mené une réflexion également sur les indicateurs parce que vous voyez qu'il y a de plus en plus d'indicateurs qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure que notre compréhension, progresse. On cherche à l'exprimer et on cherche à l'exprimer au travers d'indicateurs. Et on voit qu'il y a même une petite guéguerre parce que certains ne jurent que par l'indice de Canopé, d'autres disent « moi vivant jamais », etc. Donc, on voit qu'il y a… Et puis, il se passera ce qui se passe assez souvent, c'est qu'au bout d'un moment, les plus pertinents vont s'imposer, vont faire synthèse, et puis il y aura, j'imagine, une convergence. Nous, ce qu'on a compris, hein, c'est que dans les indicateurs, il y a des indicateurs de communication, il y a des indicateurs de planification et il y a des indicateurs de construction. Et que ce n'est pas les mêmes, il faut faire attention. Par exemple, si on dit l'indice de Canopé, l'indice de Canopé, je rappelle, c'est en gros, c'est le pourcentage de sol recouvert par une ombre portée d'un végétal de plus de 3 mètres de haut. 3 mètres parce que comme ça, quelqu'un se met dessous. Hein, donc, c'est une ombre utile à l'homme. Bon, ce pourcentage, en général, il oscille peu ou prou entre 22 et 25%, d'accord? Et donc, on peut facilement dire que pendant un mandat, je vais porter de 25% à 30% mon indice de Canopé. Et ça, c'est un super indicateur de communication. Par contre, de dire que je vais passer de 25 à 30% d'indice de Canopé, ça ne dit pas du tout où est-ce qu'il faut le faire. Donc, ce n'est pas un indice de construction. D'accord? Donc, ça, c'est des indices de restitution, de communication, etc. L'indice de biotope, il est assez compliqué, il est très utile, mais il nécessite, pour être pertinent, d'avoir une équipe autour d'un projet avec un maître d'œuvre, avec des compétences, c'est plutôt multicritères. Donc ça, c'est un super
me semble-t-il, indices adaptés à chaque projet. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un projet, on va contrôler le coefficient de biotope que va générer ce projet, etc. Le gradient de naturalité, lui, c'est un bon indice de planification. C'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à avoir à la fois une vision correcte de l'état de nature d'une parcelle cadastrale, d'avoir une précision suffisante à l'échelle de l'INU, d'avoir une représentation à l'échelle de la ville ou de l'agglomération qui nous semble pertinente. Et il a l'avantage, celui-là, d'être finalement assez sensible. Quand on a fait au bout de mi-mandat, par exemple, qu'on a pas mal bossé dans les 60 et les 30 et quelques hectares d'épinets, quand ils auront vraiment planté la moitié, etc., désartificialisé, et qu'on refera une passe, on verra à la naturalité, comment dire, les choses bouger, ce qui ne sera pas encore vraiment le cas de l'indice, par exemple, de canopée, parce que les arbres tout jeunes plantés ne vont pas influencer le pourcentage de sol, etc. Voilà, donc nous, il nous semblait, on cherchait un indice qui soit opérant à l'échelle stratégique pour bâtir une politique d'aménagement, et il nous semblait que ce gradient de naturalité était assez efficace, et il était aussi efficace parce qu'il est très mixable avec le potentiel de déconnexion et avec les îlots de chaleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'était notre raisonnement. Merci. Je pense que ça sera peut-être utile après que vous puissiez reprendre contact avec la communauté urbaine pour détailler peut-être d'autres sujets. On a une nouvelle question. Alors, quelle action démarche au niveau national sur ces questions d'indicateurs? Est-ce qu'il y a une tentative d'uniformisation ou qu'en pense le régulateur, l'État? Est-ce qu'il y a des normes, des indicateurs qui sont labellisés État, par exemple ou... Moi, je ne connais pas vraiment. Moi, je retrouve un petit peu une similitude avec l'époque où les démarches de développement durable ont commencé à s'imposer. Et il y avait un tas d'indicateurs qui voyaient le jour. Et puis, à un moment donné, en gros, il y a HQE qui s'est pointé et elle avait une forme de rationalité, un caractère pratique. Enfin, elle a fait synthèse. Et finalement, c'est un peu l'indicateur ou la méthode qui s'est un peu imposée. Moi, je ressens un peu, parce que j'ai fait une grosse étude benchmark en téléphonant à pas mal de villes, toutes les villes qui étaient un peu pointues sur les questions de stratégie d'adaptation, et on sent qu'il y a vraiment des religions qui sont pas encore, sont encore bien différentes sur cette question-là, même avec proximité entre Rennes et Nantes, par exemple, ou entre Lyon et Paris. Enfin, il n'y a pas... L'indice de canopée a l'air de faire son chemin. On le retrouve assez souvent, mais pas partout. Et voilà, le gradient de naturalité, je pense qu'il est très intéressant et qu'il va faire je pense qu'il a un petit avenir. Voilà. Ouais, effectivement, et de toute façon, tel que vous l'avez présenté, ces indicateurs sont complémentaires et pas concurrents. C'est ça qui est intéressant. Si on fait même le parallèle avec HQE, en fait, alors HQE a été un mastodonte des logiques de labellisation, mais en fait, il y en a encore beaucoup d'autres qui coexistent et qui sont complémentaires. On vient de mener un travail, là d'ailleurs, qui va bientôt faire l'objet d'un livrable à France Ville Durable. Je profite pour donner l'information, où un groupe de travail a étudié 12 labellisation, certification et normalisation pour la ville durable, donc les 3 grandes catégories, et on cherche à bien montrer les complémentarités entre les unes et les autres. Elles ne sont pas forcément concurrentes, simplement elles répondent à des objets un peu différents ou à des étapes différentes de projet, un peu comme vous l'avez présenté. Donc ça sera intéressant, nous, qu'on voit comment rendre ça bien visible pour nos membres sur la question du végétal. Y a-t-il d'autres questions, remarques, réactions? Eh bien, moi, je pose encore une question qui concerne l'état des connaissances à cette heure, peut-être pas justement, sur le type d'essence ou d'espèce qu'il faut planter pour les 3 couches de végétaux. Enfin, je pense surtout aux arbres, donc qui sont à développement lent et qui sont censés, comme vous le disiez tout à l'heure, vivre 150 ans.
pour qu'ils soient compatibles avec les évolutions à venir du climat, de la pluviométrie, des périodes de sécheresse, etc., en fonction des régions de France. Les conséquences du dérèglement climatique ne seront pas les mêmes d'une région à l'autre. Parfois, ce sont les tempêtes qui vont affecter les arbres dans les villes, parfois ce seront des maladies, parfois ce sera la sécheresse, parfois ce sera tout à la fois. Est-ce qu'il existe déjà des bases de données qui peuvent être utilisées par les collectivités pour savoir comment faire évoluer leur catalogue d'espèces, d'essences végétales, pour être compatibles, surtout pour celles qui sont censées être encore là en 2050, quand on aura des canicules à 50 degrés. Et donc, quels arbres survivront à ça? Et peut-on garantir que ceux qu'on plante aujourd'hui nous feront bien de l'ombre en 2050? Seront-ils encore vivants? Parce qu'on aura beaucoup besoin d'ombre à ce moment-là. Et puis, peut-être votre avis sur une tendance qui s'est un peu développée en communication au cours des derniers mois, des dernières municipales, vous l'avez dit. Beaucoup de collectivités ont joué à je planterai le plus d'arbres. Hein, c'était de surenchère du nombre d'arbres. Et puis, on a eu ce concept japonais, je crois, qui a fait éruption sur les forêts urbaines et qui a été pas mal décrié sur le concept même, notamment par les forestiers, en disant qu'une forêt urbaine, c'est un peu comme de l'eau sèche. Et qu'est-ce que vous pensez de ce type d'approche? Oui, oui. Alors, donc, je vais commencer par répondre sur les forêts de Miyawaki, là, la technique de ce chercheur japonais qui l'expérimente, qui est en fait consiste à reproduire un peu, comment dire, des forêts primaires qui, comment dire, par la densité, on plante trois jeunes plants au mètre carré, c'est une densité de dingue, etc. Et du coup, cette densité rend la forêt assez autonome assez rapidement et lui permet de résister, de s'installer comme un vrai petit havre de biodiversité à grande rapidité. Alors, c'est normal que les forestiers le vivent de façon, comment dire, circonspecte. C'est aussi normal que les paysagistes concepteurs le vivent aussi de la même façon. Je veux dire pourquoi? Parce que d'abord, c'est des forêts qui sont élevées pour la forêt, pas pour le bois, et on ne pourra jamais en extraire du bois. Donc, pour un forestier, la destination d'une forêt, c'est de la couper pour en faire des planches. Et là, c'est une forme de plantation de densité qui ne fera que de la mauvaise planche. Donc, voilà. Et la deuxième chose pour les paysagistes concepteurs, on est plutôt dans une logique écologique, c'est-à-dire si vous reprenez le petit schéma de tout à l'heure, où, si vous voulez, la différence entre les stratégies d'adaptation au réchauffement climatique, on serait plutôt dans une logique de forêt clairsemée, de saupoudrage de la nature sur la totalité d'un territoire et pas nécessairement dans des principes écologiques où c'est plutôt de la densité, hein, c'est réservoir et corridor. Et là, on est dans cette logique de forêt, on est dans des logiques de réservoir de biodiversité, voilà, mais qui vont avoir des effets donc, très utiles pour la biodiversité, qui peuvent avoir des effets sur la fraîcheur, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'additionne et se complète. Mais vous savez, si quelqu'un plante une forêt, par exemple, sur 10 000, sur 1 hectare, ça fait 25 000 arbres, à peu près entre 25 et 30 000 arbres. Ça peut être super, mais celui qui habite 3 rues plus loin, ça ne changera pas le canyon urbain de sa rue. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Mais c'est pour ça que les deux sont utiles et qu'elles doivent vraiment s'additionner. Voilà pour la forêt. Ensuite, vous aviez, je vais noter les trucs. Alors, l'arbre, il faut, me répète souvent Philippe Clergeau, hein, notre écologue urbaniste, membre enseignant au Muséum d'histoire naturelle, etc., jamais dissocier l'arbre d'une biodiversité fonctionnelle qui associe toujours les trois strates. Si on veut que nos arbres poussent et soient pérennes, il faut toujours penser à la totalité des strates parce que c'est ça qui va faire l'équilibre, etc. Alors, en ce qui concerne les collections, alors, il est vrai que comment dire, ça va me mettre à mal parce que moi, je décris un peu les choses de façon un peu contrastée, mais nous, on a été élevés, les paysagistes concepteurs, à découvrir des gammes
de végétaux qui étaient sélectionnés pour leur incroyable résistance aux conditions pitoyables dans lesquelles on les plantait, hein, résistance à la pollution, au sel de déneigement, etc., etc. Et on leur demandait si possible d'avoir tous la même forme quand on faisait des alignements. Donc, on allait en pépinière marquer les trucs. Et puis, s'il y en a un qui était un peu plus tordu, on l'éliminait tout de suite, parce que c'était l'ordonnancement des lignes qui nous… voilà. Et puis, on regardait s'il y avait des couleurs automnales, et puis de temps en temps une floraison, etc. C'était ça, les principes. Donc, on était dans le temps de la nature qui ne fabriquait pas le système urbain et qui l'accompagnait comme un élément de déco, etc., que vous aviez rappelé en introduction. Demain et aujourd'hui, on va planter pour rafraîchir, on va planter pour dépolluer, on va planter pour des fonctions écosystémiques. Et donc, ce n'est plus du tout les mêmes essences d'arbres. Et puis, c'est plus complexe parce qu'elles vont, ces essences d'arbres, avoir à fournir des prestations. Des prestations de rafraîchissement. Alors, vous parliez d'ombre, mais il faut qu'en même temps qu'ils produisent de l'ombre, ce qui va durer un peu, il faut qu'ils continuent à évapotranspirer pour avoir plus que l'ombre, avoir les frigories créés par l'arbre. Donc, on va devoir faire émerger des collections d'essences qui non seulement résistent, poussent, mais également continuent à évapotranspirer, etc. Alors, on s'organise assez vite. Le CEREMA a sorti une appli qui est en train de devenir une appli qui s'appelle Sésame, travailler avec la ville de Metz. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont en train de l'adapter à Paris. Il y a un marché d'adaptation de Sésame au contexte parisien et qui vise à proposer un certain nombre d'arbres, à sélectionner un certain nombre d'arbres en fonction du contexte urbain. On rentre des éléments de contexte urbain, de densité, de rayonnement, etc., de qualité de sol, d'exposition. Et hop, il y a un certain nombre d'arbres qui apparaissent. Il y a une autre appli qui a été imaginée aussi, qui est un peu du même tonneau, mais j'ai oublié voilà. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes aussi. On parle de villes jumelées et il y a des jumelages climatiques maintenant. On sait que Lyon observe comment ça se passe à Séville. Voilà. Je crois que Rennes regarde comment ça se passe à Marrakech. Ça fait quelque part, ça fait un peu peur quand Rennes regarde comment se passe ça. Et je sais qu'il y a des études qui sont assez très intéressantes. C'est de dire qu'aux États-Unis, ils font ça. Ils prennent des villes qui ont des contextes géographiques identiques, c'est proximité de la mer ou éléments de la mer, situation de montagne, etc., mais qui sont beaucoup plus sud l'une que l'autre, et donc qui pourraient être le reflet du climat qui va arriver dans les villes du Nord. Et ils regardent quelles sont les plantes qu'ils ont en commun, et pour essayer de baser la stratégie végétale, etc. Dans certains cas, il n'y en a aucune. Donc, ça fait un peu peur. Mais voilà. Donc on sent qu'il y a une organisation extrêmement rapide qui est en train de se mettre en place et on va avoir de plus en plus fréquemment des aides à la conception. Alors après, il faudra aussi trouver les plantes. Parce qu'il y a, je vois que Caroline veut répondre parce qu'elle est meilleure que moi là-dessus, mais je sais que moi je connais bien la Fédération nationale des producteurs horticoles et des pépiniéristes. Et il y a des taux de culture qui sont de 7 à 8 ans dans les pépinières, entre le moment où on choisit des nouvelles essences et le moment où elles sont, etc., disponibles. Donc il y a besoin tous ensemble, là encore, dans des nouvelles coopérations, de bouger à toute vitesse. On va donner la parole à Caroline, justement, peut-être si vous avez des réponses sur ce côté peut-être prospectif, justement, parce que par rapport au contexte urbain actuel, on voit bien, mais par rapport, puisqu'on sait qu'en fonction des scénarios du GIEC, l'augmentation des températures, de la pluviométrie, etc., ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, à l'échelle de la vie des arbres qu'on a déjà plantés au cours des dernières années ou qu'on est en train de planter maintenant dans les villes. C'est sûr, je pense que la première réaction, c'est d'avoir beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a plusieurs scénarios, même dans le domaine forestier, où c'est un sujet qui est étudié peut-être depuis plus longtemps, de choisir les essences qui seront les essences forestières de demain, c'est aussi un sujet en perpétuel questionnement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs écoles, ce n'est pas vraiment des écoles, mais en tout cas, il y a plusieurs approches qui vont peut-être en dessiner finalement des scénarios un peu mixtes. D'abord, de miser sur la diversité. Voilà. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'évolutions aussi. On a fait il y a quelques années, à 10 ans d'intervalle, on a fait un recensement des inventaires de patrimoine arboré au sein des collectivités territoriales.
Et le trio de tête a bougé dans les proportions. Bien sûr, on retrouve toujours le tilleul, le platane, le marronnier, mais du coup, dans des proportions un peu moindres, ça laisse un peu plus de place à d'autres essences. Après, du coup, c'est peut-être aussi de fausses bonnes idées qui arriveront. Faut être honnête là-dessus, on a du mal à se projeter. Mais la diversité, ça permet aussi de dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est peut-être en tout cas la fin des alignements monospécifiques, qui est une réflexion plus globale sur la diversité du patrimoine arboré. Puis après, il y a une autre approche qui est aussi de choisir des végétaux dits indigènes, des végétaux locaux, mais en conservant une diversité à l'échelle des taxons, enfin des individus qui sont plantés, c'est-à-dire garder leur diversité génétique, comme nous sommes tous différents, étant de la même espèce. On peut aussi choisir des végétaux qui ont finalement une diversité génétique qui fera que ce ne sont pas tous des clones qui vont réagir tous de la même manière aux accidents climatiques, aux contraintes urbaines qui vont se façonner au fur et à mesure des changements climatiques. Donc, il y a ces deux approches qui vont certainement être amenées à être actionnées à différents niveaux en fonction des aménagements urbains. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des projets comme Sésame qui se mettent en place à l'échelle des territoires en particulier pour regarder concrètement les vulnérabilités des territoires, les enjeux en termes de paysage, les enjeux en termes d'usage et puis les contraintes climatiques à venir, en se projetant un petit peu plus loin, pour faire une autre liste, peut-être pas trop une short list, mais une autre liste, une autre gamme de végétaux qui pourront être utilisés sans que ce soit forcément la révolution en prenant peut-être trop d'avance et en plantant des palmiers à Metz. Voilà, c'est évidemment. Donc, je trouve que ces démarches très rigoureuses scientifiquement qui font appel à des bases de données scientifiques bien sûr, qui se complètent au gré des connaissances sont très intéressantes. Elles sont aussi à connecter avec toute la connaissance qu'on peut avoir de la diversité des végétaux, on va dire, indigènes et puis des végétaux horticoles. C'est une approche qui se complète. Et du coup, j'en profite pour le dire, effectivement, on a mis en place un outil qui s'appelle Floriscope, qui s'appuie sur une base de données VGBase, qui recense plus de 120 000 plantes, 120 000 taxons différents qui peuvent être utilisés dans le paysage. Alors, c'est aussi un outil qui permet de mettre tout le monde d'accord sur les dénominations taxonomiques, parce que des fois, on parle de la même plante, ou alors on parle de deux plantes différentes, mais en n'utilisant pas tout à fait les bons termes. Donc, c'est un énorme travail d'unification de la taxonomie sur le végétal utilisé pour le paysage. C'est un peu comme un dictionnaire. Donc, c'est une première étape. Et puis après, ça peut effectivement, on a des connexions avec Sésame à venir, parce que ça permet de se dire, après d'approfondir sur les filtres à imaginer en fonction des régions et des besoins. Mais si je puis me permettre de réagir, ce qu'on peut comprendre de ce que dit aussi Caroline et de notre discussion, c'est qu'on sent que le regard sur la nature change et qu'elle prend progressivement, elle va prendre une responsabilité complètement différente dans la fabrication de notre système urbain. On sent vraiment qu'il y a, on rentre dans des considérations beaucoup plus techniques, beaucoup plus scientifiques, et finalement, j'ai envie de dire que ça rapproche finalement la nature du monde de l'économie. Et c'est dommage que l'économie, ait encore cette distance avec l'écologie. On sent que ces deux mondes-là s'affrontent alors qu'ils sont faits pour être ensemble. Et d'ailleurs, pour rebondir sur un des aspects de la communication que je faisais, c'est que dans ce fameux 70 ou 80% de foncier privé des villes, il y a énormément de fonciers qui sont détenus par des acteurs économiques. Et c'est vraiment en arrêtant de les stigmatiser, mais en les invitant à la table de la compréhension, etc., qu'on arrivera parce qu'on a besoin de leur rapidité de décision, on a besoin de leur innovation, on a besoin de leur capacité à faire des projets, à les financer, à mettre des chefs de projet. Enfin, voilà, ils ont quand même, le monde économique, une réactivité très importante, et il est vraiment temps qu'ils nous rejoignent, parce qu'avec eux, on ira beaucoup plus vite. C'est tout l'objet de France Ville Durable. Sandrine ? Oui, alors, je voulais saluer la présentation de Jean-Marc, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Et justement, je me demandais sur cet exemple d'épinay qui était très riche et où on voit que ça a produit tout un ensemble de cartographies très fines et qui vraiment pointe des enjeux sur le territoire, permet de s'approprier beaucoup de questions au niveau de la collectivité. Et je me demandais dans quelle mesure, comment justement, que ce soit les élus ou les techniciens des différents services
ou même les acteurs dont vous parliez, les acteurs privés. Comment cette production, ils s'en sont saisis, quels échanges? Je voulais savoir un peu comment, c'est-à-dire et après, et puis aussi et pendant votre étude. C'est un peu voir un peu les suites que ça pouvait, quel changement ça pouvait leur donner dans leur trajectoire, dans leur façon de justement planifier, aménager. Alors, oui, effectivement, parce que nous, on sait que, comment dire, ça ne peut pas être une étude qui se fait en chambre et qui vient et tout d'un coup s'imposer à un territoire. Il faut que ce soit une étude qui soit quelque part co-construite avec le territoire qui va l'accueillir. Et donc, dans la méthodologie, on a des comités techniques, on a des comités de pilotage, etc., mais qu'on essaye de réserver de façon très scrupuleuse, parce que chaque réunion est l'occasion de l'appropriation d'un savoir nouveau, d'une progression et de créer ce qu'on appelle la Green Team, comment dire, de ça. Vous avez vu que, par exemple, à Blois, quand on détermine l'indice de facilité, parce que c'est aussi un truc intéressant sur la méthode, c'est que c'est une méthode qui part sur la facilité, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les endroits où c'est très facile d'infiltrer, où il est facile de planter, parce que comme le gradient de naturalité est faible, il y a une réserve de plantation. Donc, on va commencer un peu, pas par la facilité, mais par des solutions qui sont, etc. Alors, mais pour déterminer ce potentiel, par exemple, d'infiltration, ce qui est très facile, on va le faire avec les gens, avec les services techniques des villes pour commencer, parce que toutes les villes n'ont pas les mêmes pratiques urbaines. Par exemple, dans certains coins de France, quand vous baladez, vous voyez que les gens sont tout à fait open à avoir un trottoir en stabilisé, qui infiltre l'eau, etc. Il y a d'autres villes où il n'y en a absolument pas question. D'accord ? Donc, on n'a pas les mêmes réponses. On n'a pas la même indice de facilité selon qu'on est à un endroit qu'il accepte ou un endroit qu'il refuse. Et donc, c'est en réglant les curseurs, etc., en calant le truc, et par cette répétition, on va commencer à embarquer dans l'histoire comment dire, plutôt l'appareil technique communautaire ou de la ville. Et progressivement, on a prévu, c'est ce qu'on est en train de finir à Blois, on va rencontrer les acteurs du territoire, c'est-à-dire on va d'abord rencontrer les bailleurs sociaux, ceux pour lesquels il y a une proximité avec la collectivité qui est assez grande. On est allé voir la préfecture, enfin ceux qui ont des gros morceaux de foncier qui sont, etc. Puis après, on va rencontrer les bureaux d'études, on va rencontrer les architectes, les paysagistes concepteurs, etc. pour leur expliquer, parce qu'on touche à la conduite du changement et à la résistance justement à ce changement. Donc il y a vraiment il y a de la co-construction réelle. C'est pas une très jolie image, mais vous savez, quand vous allez acheter un vêtement prêt-à-porter, ça devient le vôtre quand vous avez repris la taille, coupé un peu les manches et fait la longueur. Et là, ça devient le vôtre. Et ben, nous, on a une sorte de process inné, c'est un process, mais il faut largement reprendre la taille, largement. Vous voyez, il faut vraiment l'adapter au territoire, et cette phase d'adaptation la rend non seulement plus précis, mais permet surtout d'embarquer les gens dans cette cause commune. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes d'où, vous, madame? Pardon? Vous êtes d'où, vous? Non, moi, je travaille à Planté-Cité. Je suis paysagiste concepteur aussi. Ah oui. Oui, oulala. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Une dernière question, remarque, réaction? Non. Ben, écoutez, il nous reste déjà à vraiment remercier Jean-Marc pour la qualité de cette présentation, pour toutes les informations qui ont été données. Vous remercie aussi de votre participation. Alors, comme d'habitude, on avait beaucoup plus d'inscrits que de participants, mais ça, c'est toujours le cas. De toute façon, ce qu'on voulait, c'était surtout réaliser un enregistrement de ce webinaire pour qu'il puisse être disponible pour que le jour où certains des adhérents, partenaires ou membres de l'écosystème de France Ville Durable aient des questions sur ce sujet, ils puissent directement tomber sur ce webinaire et retrouver toutes les informations. On fera ça régulièrement sur l'ensemble des secteurs d'activité qui sont représentés au sein de France Ville Durable, dans une logique qui est bien de montrer des solutions qui visent à accélérer les démarches de transition. On a eu là une présentation vraiment intéressante qui résonne beaucoup avec le manifeste de France Ville Durable, que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas encore consulté, qui présente
les nouveaux fondamentaux de la ville durable, le langage commun entre nos 4 collèges que j'ai présentés tout à l'heure pour redéfinir, repréciser ce qu'on entend par là. On est dans des logiques beaucoup plus holistiques, beaucoup plus écosystémiques. Bien sûr, les solutions fondées sur la nature ont toute leur place dans cette approche et je suis ravi qu'on puisse poursuivre ces échanges et cette collaboration avec Valor sur bien d'autres projets. Valor et ces différentes entités membres, dont l'UNEP, bien sûr. Jean-Marc, le mot de la fin pour vous? Écoutez, moi, j'ai toujours énormément de plaisir comment dire, à pouvoir pousser cette cause parce que vraiment, j'ai le plaisir, après avoir parcouru pendant plus de 35 ans le métier de l'aménagement urbain, moi, ça fait assez longtemps que j'ai compris que la nature ne jouait pas le rôle qu'elle devait jouer et je m'aperçois qu'on est de plus en plus nombreux à le comprendre et finalement, c'est un peu un moment extrêmement exaltant parce qu'on a l'impression que si tous ensemble on pousse, on va y arriver. Et en tout cas, moi, malgré le temps qui passe, je n'ai pas du tout perdu d'énergie. Je pousse comme un dingue et je vous invite à tous, vraiment tous nous rejoindre parce qu'il y a urgence et on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.